Aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le charme de la solution au problème, le charme ou l'absence de charme, plus exactement. Donc si je résume les quelques cours précédents, on a inventé un système merveilleux de cordes d'abondance merveilleuse qui s'appelle la civilisation industrielle, qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat, qui permet d'augmenter le temps libre, qui permet d'augmenter la production de tous les gadgets qui nous passent par la tête, des taxis volants jusqu'au téléphone qui tiennent tout seuls en l'air comme dans Harry Potter. Et puis cette affaire-là se heurte à au moins deux limites physiques. La première, c'est que l'approvisionnement énergétique fossile n'est pas infini. Et la deuxième, c'est que notre activité met un peu partout des sous-produits indésirables, dont des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui sont susceptibles d'engendrer des changements que nous allons trouver éventuellement pas très sympathiques. Alors, dans la manière de s'attaquer à, enfin exactement d'essayer de résoudre le problème, entre guillemets, qui est posé par la situation actuelle, il y a deux grandes familles de solutions. La première, c'est d'essayer de faire fonctionner un système socialement stable avec moins d'énergie. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. La deuxième, qu'on va un tout petit peu regarder aujourd'hui aussi et qu'on regardera les deux cours suivants, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que cette énergie soit disponible en mettant moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'accord ? Donc il y a deux grandes familles où j'en utilise moins, où j'essaye d'en utiliser de la moins carbonée. Donc le premier débat, c'est le débat sur les économies d'énergie, et le deuxième débat, c'est le débat sur tout ce qui est décarbonation de l'énergie, en particulier renouvelable et nucléaire. C'est les deux grandes familles de discussion qu'on va avoir à partir de maintenant. Par ailleurs, il y a quelque chose de théorique pour les uns et de plus pratique pour les autres dans cette discussion, parce que, comme j'ai essayé de l'exposer dans les cours précédents, tous les pays vont pas être, toutes les zones vont pas être logées à la même enseigne en ce qui concerne le calendrier de cette histoire. C'est-à-dire que j'ai également essayé de vous expliquer que, de toute façon, même moi, pour le temps qui me reste à vivre, et vous, pour tout le temps qui vous reste à vivre de manière absolument certaine, ne pourront pas échapper à quelque chose concernant cette affaire. C'est-à-dire que soit les économies et la décarbonation, on les gère, soit on les subit, mais de toute façon, on ne passera pas à côté. Et l'Europe, malheureusement pour nous, est, après le Japon, la zone dans le monde qui est le plus pauvre en ressources énergétiques. Le Japon n'a rien, c'est assez simple. L'Europe a encore la mer du Nord et du charbon en Pologne et en Europe, et en Allemagne. Mais enfin, ce n'est pas assez pour assurer une croissance de la quantité d'énergie disponible à partir de maintenant, même si on se fiche du climat. Donc il y a une raison de faire des économies d'énergie qui est souvent la raison la plus fréquemment mise en avant dans le débat médiatique, et je parlerai un tout petit peu des médias pendant ce cours, qui est « il faut faire quelque chose contre le changement climatique », mais il ne faut pas oublier qu'il y a de toute façon une voiture-balai dans cette histoire, et que la voiture-balai est déjà à l'œuvre dans les pays de l'OCDE, c'est ce que rappelle ce graphique, qui est le fait que l'approvisionnement énergétique est déjà contraint pour une partie des énergies que nous utilisons. Alors je ne vous reprojette pas le graphique concernant l'Europe, mais je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'Europe, l'approvisionnement de charbon est en déclin, climat ou pas climat, l'approvisionnement en pétrole est en déclin, climat ou pas climat, et l'approvisionnement en gaz est en déclin, climat ou pas climat. Donc on a 80% de notre approvisionnement qui est de toute façon en déclin, en tendance. Dans la zone OCDE, vous voyez que depuis 2006, en l'occurrence depuis 2007 plutôt, l'approvisionnement est passé par un maximum et depuis, il ne retrouve pas le chemin de la croissance. Donc en fait, le fait de devoir faire fonctionner un système socialement stable avec moins d'énergie est déjà une équation qui est devant nous depuis une dizaine d'années dans la zone qu'on appelle OCDE. Alors OCDE, c'est ce qu'on appelait autrefois les pays riches, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Turquie, toute l'Amérique du Nord. Voilà, c'est ça la zone OCDE. Voilà, donc en ce qui concerne la partie amont, j'ai envie de dire la nécessité de faire des économies parce qu'on a déjà un problème sur l'approvisionnement, pour nous, c'est sous notre nez. Alors, ce n'est pas sous le nez de la population riche et bien nourrie qui est dans cette salle, hein, parce que nous faisons partie, pour mettre un peu les pieds dans le plat, sauf quelques-uns d'entre vous, de ce qu'on appelle les CSP+. Donc, c'est les gens qui sont à l'abri du besoin, parce que vos parents sont pour l'essentiel enseignants, cadres supérieurs, etc. C'est ça
C'est ça le panorama de l'élève type dans l'enseignement supérieur technique dans ce pays. Donc vous ne voyez pas le problème chez vous. Hein, la question des économies forcées, c'est quelque chose que vous ne voyez pas chez vous. Par contre, si vous regardez ce qui est en train de se passer dans les zones périphériques des villes depuis 10 ans, je peux vous assurer que le problème est déjà à l'œuvre. Hein, mais vous ne le voyez pas chez vous. Encore une fois, sauf exception. Donc, première raison de faire des économies, encore une fois, c'est que de toute façon, il va y en avoir moins. Et du coup, confère le premier cours, toutes choses égales par ailleurs, il y aura moins d'économies. Moins d'énergie, moins de machines, moins de PIB. Oui ? Baisse du revenu, augmentation des inégalités, augmentation du chômage, etc. C'est-à-dire que les problèmes de type économique se concentrent dans ces endroits-là. Ou bien les gens, ce qu'on appelle les working poor en bon franglais, c'est-à-dire les gens qui travaillent mais qui pour autant n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors en France, avec notre salaire minimum très élevé, c'est un truc qu'on voit moins, parce qu'il faut faire, en gros, il faut faire des contrats jeunes, des machins, enfin des trucs qui sont très spécifiques et dérogatoires du droit commun pour arriver à le faire. Mais dans d'autres pays occidentaux, c'est comme ça que le problème aujourd'hui, c'est comme ça que l'ajustement se fait aujourd'hui. Voilà, donc j'insiste un peu là-dessus parce que, encore une fois, très souvent, quand on parle des économies d'énergie ou des autres marges de manœuvre que nous avons face au changement climatique, on continue à voir ça comme quelque chose qu'il faudrait se décider à faire la semaine prochaine pour éviter des gros emmerdements en 2050. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'en Europe, c'est déjà plus une option. Les économies, on les fait de toute façon déjà en Europe. La deuxième raison de faire des économies, c'est donc la question du changement climatique. Alors je vous montre ici un graphique, je crois pas, je vais vérifier, je crois pas vous l'avoir montré la dernière fois. Ce graphique, il vous dit, il vous superpose tout un tas de simulations faites avec des modèles de climat et restituées dans le dernier rapport complet du GIEC. Et en gros, ces simulations, elles vous donnent en abscisse les émissions cumulées de CO2 au cours du temps, et en ordonnée la réponse en température du système en fonction des émissions cumulées de CO2. Ce que vous voyez, en gros, c'est qu'on a affaire à une droite, et les émissions, et l'élévation de température, c'est l'élévation de température entre l'ère pré-industrielle et 2100, dit autrement, avec l'inertie du CO2 dans l'atmosphère, c'est l'élévation de température embarquée dans les émissions qui ont déjà eu lieu. C'est comme ça qu'il faut lire le graphique. Hein. Donc si par exemple on s'arrête aux émissions d'aujourd'hui, aux émissions cumulées d'aujourd'hui qui font à peu près 2200 milliards de tonnes de CO2, eh bien nous avons embarqué 1,5 degré de réchauffement. Alors vous allez me dire, ah mais comment ça se fait, puisque dans les accords de Paris on a dit qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc si on l'a déjà avec ce qu'on a déjà émis, pourquoi est-ce qu'on discuterait de le limiter à 1,5 plus tard, puisque de toute façon on ne peut plus rien faire, il est déjà là. J'y reviendrai juste après. Mais en gros, si on arrête les émissions demain matin, ce que vous dit ce graphique, c'est qu'on prend en gros 1,5 degré à la fin du siècle. Si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés à la fin du siècle, à ce moment, on fait le chemin inverse et ce qu'on voit, c'est qu'il faut limiter les émissions à 3000 milliards de tonnes de CO2, dont 2200 ont déjà été émises. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut limiter les émissions pour la partie du siècle qui reste, donc entre maintenant et 2100, à 800 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire en première approximation, le tiers de ce qui a été émis pendant le siècle qui a précédé, avec une population en moyenne 3 fois moins nombreuse. Ce qui veut dire que le droit à émettre de chacun d'entre vous sur ce qui vous reste à vivre, si je fais cette règle de 3 jusqu'au bout, c'est le 9e du droit à émettre qu'ont eu vos grands-parents jusqu'au moment où ils sont morts. D'accord ? C'est à peu près ça le résultat de la règle de 3. Alors vous comprenez qu'effectivement, si on veut faire quoi que ce soit d'approchant de cette limite, il va falloir s'occuper en particulier de la quantité d'énergie qu'on utilise, d'où une deuxième justification en ce qui concerne les économies d'énergie. Alors je vous disais, 1,5 degré, avec les émissions passées, on est à peu près sûr de les avoir de toute façon. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ce que vous voyez ici, c'est 4 trajectoires d'émissions
qui permettent de limiter le réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle. Et ce que vous voyez, c'est que toutes ces trajectoires d'émissions, en gros, ce qu'elles vous disent, c'est tout ce qu'on aura émis à partir de maintenant et jusqu'au moment où les émissions nettes deviennent nulles. Derrière, il faut que ça soit compensé par des émissions négatives, dit autrement par de la séquestration nette, pour compenser le surplus qu'on a transitoirement mis dans l'air. D'accord ? Donc on a le droit d'utiliser l'atmosphère comme un stock tampon pendant quelques dizaines d'années pour rajouter du CO2 dedans, à condition que derrière, on commence à le retirer. En net. J'insiste, hein, en net. Ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement il ne faut plus qu'il y ait une source de CO2 dans le monde, ou en tout cas plus beaucoup, mais en plus, il faut que ce qu'on avait déjà mis dans le passé, on le retire de l'atmosphère. Et alors, on le retire de l'atmosphère avec deux marges de manœuvre qui portent des acronymes très sympathiques dans ce graphique, qui s'appellent AFOLU et BECCS. Alors, AFOLU, ça veut dire Afforestation and Land Use. Dit autrement, c'est le changement d'usage des sols, c'est le fait de transformer des sols qui ne captent pas de carbone en sols qui captent du carbone. C'est ça qu'on appelle AFOLU. Donc c'est soit reforester des terres qui n'avaient pas de forêt, et à ce moment, le fait que vous créez un stock de forêt, un stock de biomasse, ça vous transfère du carbone de l'atmosphère vers le sol, ou bien vous changez vos pratiques agricoles, et à ce moment, par exemple, vous labourez moins, à ce moment, vous remettez du carbone dans le sol, voilà, c'est ça, AFOLU. Et BECCS, c'est Biomass Energy et Carbon Capture, dit autrement, c'est des centrales électriques au bois, et vous capturez le CO2, je vais vous en parler plus tard dans le cours, et vous le remettez sous terre. Donc, dit autrement, la forêt capte du CO2 de l'atmosphère, vous prenez le bois, donc le carbone est passé de l'atmosphère dans le bois, vous prenez le bois, vous le faites brûler dans une centrale électrique, et le CO2 de la centrale électrique, vous le capturez et vous le mettez sous terre. Donc vous avez fait la totalité du chemin inverse, atmosphère vers sous-sol, qu'aujourd'hui on fait dans l'autre sens, combustible fossile vers atmosphère, hein, donc sous-sol vers atmosphère. Voilà, donc je vous détaille pas chacun des 4 scénarios, mais vous voyez qu'en gros, dans l'esprit, ce qu'on a mis dans l'atmosphère jusqu'en 2050, il faut le retirer derrière. Alors celui-là, il s'arrête en 2100, mais derrière 2100, il faut continuer à séquestrer en net. Donc l'idée, c'est que, en gros, je le redis encore autrement, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré en 2100, il faudrait qu'on s'arrête d'émettre demain matin. Bon, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Si on veut limiter à 2 degrés, donc là, ce n'est pas demain matin qu'il faut s'arrêter d'émettre, mais à peu près. Vous avez à ce moment, et c'est ça qui va me servir de référent dans un calcul que je vous ferai plus tard, vous avez ici la trajectoire d'émission, alors là c'est juste sur le CO2, qu'il faut respecter pour tenir la limite des 2 degrés. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, si on rajoute les autres gaz à effet de serre au CO2, on est à peu près à 60 milliards de tonnes équivalent CO2 d'émissions par an, et il faudrait qu'on soit aux alentours de 20 en 2050, si on suit ce scénario bas, qui lui permet d'avoir... Alors, quand je dis en fait de limiter à 2 degrés, c'est une approche probabiliste, c'est mon sommet de Gaussienne dont je parlais l'avant-dernière fois, et donc c'est 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à 2 degrés. Avec cette trajectoire-là, on a déjà une chance sur 3 d'excéder les 2 degrés. Hein? Parce que je rappelle qu'il y a une barre d'erreur dans les simulations climatiques, et donc, il n'y a pas de résultat qui est absolument garanti quand on regarde l'avenir. C'est des ordres de grandeur. Voilà, donc retenez que d'ici à ce que vous ayez mon âge, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. C'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Si on n'est pas capable de limiter les émissions par 3 d'ici à ce que vous ayez mon âge, c'est absolument certain, donc je peux parier la totalité de mes économies plus celles de qui veut, je ne serai pas là pour voir le résultat, mes enfants si, normalement, qu'on ne tiendra pas les 2 degrés, parce que tout ça est une affaire, encore une fois, de réchauffement embarqué et de grande durée de vie du CO2 dans l'air. Oui. Vous avez expliqué que le problème, c'est la très grande discontinuité de la quantité de CO2 dans l'air, par exemple. La très grande discontinuité? La discontinuité, ça croît très rapidement par rapport à ce phénomène antérieur. Ah oui, à l'échelle géologique, bien sûr. Oui. Est-ce que les processus de captation dont vous nous parlez permettraient de compenser cette discontinuité? Est-ce que ça... Non, alors il y a 2 choses qui sont distinctes. Je vais vous... La captation du CO2,
je vais vous expliquer dans une heure ou à peu près en quoi ça consiste techniquement. Celle qu'on envisage aujourd'hui, c'est la captation du CO2 fossile. Donc en gros, vous avez un combustible fossile que vous retirez du sous-sol, vous le brûlez, et le CO2, au lieu de le laisser partir dans l'atmosphère, vous le récupérez et vous le remettez dans le sous-sol. Donc là, vous avez une opération blanche, on va dire. Mais ça ne vous diminue pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ça vous empêche simplement de l'augmenter. Si vous voulez la diminuer, à ce moment, il faut récupérer le CO2 de l'atmosphère avec des plantes, brûler les plantes, prendre le CO2 de la combustion des plantes, capturer, et celui-là le mettre sous le sol. Et à ce moment, vous avez fait, en gros, ce que la géologie a fait sur 50 millions d'années quand elle a fait du pétrole. C'est-à-dire qu'elle a retiré du CO2 atmosphérique et elle l'a collé sous le sol, sous forme de stock de carbone. Voilà, c'est ça. Et BECCS, dans ce que j'évoquais avant, c'est très exactement ça. Donc c'est un moyen, en gros, de passer l'aspirateur à CO2 dans l'atmosphère. Mais c'est un moyen qui marche sur le papier, je vous montrerai après toutes les limites qui font que malheureusement, pas prêt de parier qu'il va y avoir ça partout dans les 30 ans qui viennent. Voilà, donc retenez les ordres de grandeur. C'est une division par 3 en l'espace d'une génération, une génération et demie qu'il faut faire pour tenir les 2 degrés. Il faut garder cet ordre de grandeur en tête. Oui ? Ah, parce que si vous les brûlez sans remettre le CO2 sous le sol, le CO2 repart dans l'atmosphère. Donc à nouveau, vous avez une opération blanche. Pardon ? Ah, si on ne les brûle pas, vous n'avez pas d'énergie. Donc là, l'idée, c'est de les utiliser à la place du charbon ou du gaz ou de n'importe quoi d'autre pour faire de l'électricité. Oui, mais s'ils se décomposent tout seuls dans leur coin, vous n'avez pas d'énergie. Donc là, en fait, c'est un procédé qui est destiné à remplacer, en particulier dans la génération électrique, le charbon et le gaz. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de déstocker du carbone du sous-sol et de mettre le CO2 dans l'atmosphère, vous faites le chemin inverse en utilisant de la biomasse dont vous capturez le CO2 de combustion pour le remettre sous le sol. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a d'autres questions là-dessus, renvoyez à tout à l'heure parce que je vais vous en parler plus en détail. Hein. Je vous en parle tout à l'heure. C'est prévu. Pour vous donner une idée de ce que représente la contrepartie d'émissions divisée par 3 pour 9 milliards d'individus, on peut faire une petite règle de 3. La petite règle de 3, elle vous dit donc que 20 milliards de tonnes de CO2 divisé par 6 milliards d'individus, ça vous ferait 3 tonnes de CO2 par personne. Et si vous divisez par 9, ce qui est plutôt la taille de la population à l'horizon de 20-30 ans, eh bien, on est plutôt à 2 tonnes de CO2 par personne. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 2 tonnes de CO2 ? Eh bien, avec 2 tonnes de CO2, vous faites votre stage à l'étranger que la direction des études vous demande de faire, et puis le reste de l'année, vous n'avez pas le droit de vivre. Vous ne pouvez pas manger, vous pouvez pas, parce que là-dedans, vous avez déjà les émissions liées à l'alimentation. Hein. Donc vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous vêtir, vous ne pouvez pas acheter une brosse à dents, vous ne pouvez pas vous déplacer, rien, d'accord ? Vous avez pris l'avion, terminé. Alors vous allez me dire, quoi, comment ? Je vous rappelle que les déplacements en avion, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire des hommes. Hein. En 1950, il y avait les boxeurs célèbres et les stars de cinéma et les ministres qui se déplaçaient en avion, puis ça s'arrêtait là. Je veux dire, même l'élève aux mines, il y a 50 ans, il ne prenait pas l'avion. Ça n'existait pas. Mon père, qui est allé comme postdoc aux États-Unis, il est allé en bateau. Bon. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Donc, vous voyez, un vol en avion, crac, vous avez cramé votre quota, après c'est terminé. Vous avez la possibilité de consommer quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Oui. Là, si on fait plusieurs vols en avion, mais sur de courtes distances, dans ce cas-là, ça pollue beaucoup moins. Ça pollue beaucoup plus. Si vous faites le même kilométrage annuel en plusieurs vols, c'est pire que de le faire en un seul vol, parce que ce qui consomme beaucoup de carburant, proportionnellement, c'est le décollage. Oui, sauf que même si vous faites 1000 km, au bout de 20 km, votre avion, il y est quasiment. Hein. Même un vol de 1000 km, votre avion, il monte au plafond des 10 000 mètres très très vite. Hein. Il ne reste pas à 300 mètres d'altitude. Oui. Le problème de l'aviation, c'est pas en soi plutôt le fait de
Oui, sauf que vous prenez jamais l'avion pour aller d'ici jusqu'à Saclay, quoi. Donc en fait, quand vous montez dans l'avion, vous savez que vous allez de toute façon faire entre 1000 et 10 000 km. C'est même à ça que ça sert. En fait, ce qui va... Oui. Ça dépend quel type de bateau. Si vous prenez le Queen Mary, c'est encore pire. Donc il vaut encore mieux y aller en avion. Par contre, si vous êtes passager supplémentaire sur un cargo de bananes, là c'est parfait. Non mais c'est exactement ça. Donc ça dépend de à quoi sert le bateau en gros. Mais s'il sert juste à transporter des croisiéristes retraités avec un membre d'équipage pour 2 passagers, etc., c'est encore pire que l'avion. Hein. Voilà, donc je continue. Donc on a le droit de consommer quelques milliers à quelques dizaines de milliers de kilowattheures d'électricité. Alors là, on va en parler aux 2 prochains cours. Évidemment, le mode de production de l'électricité conditionne très largement le quota en question. Et du coup, ce que vous voyez ici en filigrane, c'est qu'évidemment, il y a plein de gens qui rêvent d'un monde dans lequel on pourrait produire plein d'électricité décarbonée. À ce moment, on peut avoir plein de kilowattheures et on est capable de substituer plein d'usages. D'accord, on se met à faire fonctionner l'industrie, les transports, le confort thermique des bâtiments, etc., avec de l'électricité sans carbone, et on a, entre guillemets, résolu notre problème. On en parlera les 2 prochaines fois. Vous avez le droit d'acheter de quelques kilos à quelques dizaines de kilos de produits manufacturés, avec mes 2 tonnes là. Par exemple, avec mes 2 tonnes, j'ai le droit d'acheter 4 ordinateurs. Comme ça, ou 4 écrans de télévision connectés chez moi. D'accord ? Donc si une année, vous achetez un ordinateur et un écran de télévision, vous avez cramé la moitié de votre quota rien qu'avec ça. Vous avez également le droit d'acheter quelques milliers d'euros de services, factures de téléphone, agio bancaire, etc. Enfin, voilà. Place de cinéma. Donc vous voyez que là aussi, si vous utilisez, si par exemple vous achetez quelques kilos ou dizaines de kilos de vêtements, tables, chaises, ordinateurs, etc., bah à ce moment vous mangez plus, vous vous déplacez plus, vous chauffez plus, ou etc. Vous avez le droit de vous faire construire un quart de chambre à coucher, 1 mètre carré en structure béton, dans un logement collectif, dans un immeuble de type appartement, demande l'émission de 3 à 400 kg de CO2. D'accord ? Construire 1 mètre carré. Donc avec 2 tonnes, vous en construisez 5, 6, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Ce qui veut également dire que l'année où un ménage se fait construire une maison de 90 mètres carrés, qui est la taille classique d'une maison, eh bien cette année-là, le ménage a émis 35 tonnes de CO2 au titre de la construction de son logement. Alors ces émissions, c'est celles des cimenteries, des aciéries qu'il a fallu faire fonctionner pour faire le gros œuvre de la maison, des briques, des tuiles, des fenêtres, du câblage électrique, etc. Et là-dedans, je ne tiens pas compte de la machine à laver et de l'écran connecté qu'on met à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'utiliser du gaz, moins que de l'électricité en France, plus que de l'électricité dans un pays dans lequel l'électricité est très carbonée. C'est pour ça que les gaziers et les électriciens se battent comme des chiffonniers en permanence. Et enfin, vous avez la possibilité de faire quelques milliers de kilomètres en voiture, et tout ça, c'est des ou exclusifs. Donc si vous partez 2 fois en vacances dans l'année en voiture, vous ne mangez plus, vous ne vous habillez plus, vous ne vous chauffez plus, vous n'achetez plus rien, et vous ne prenez pas l'avion pour aller faire votre stage à l'étranger. Voilà, donc ça, oui. Juste pour revenir sur la question de l'avion, imaginons que je décide d'aller à Moscou en train, je pars à Moscou en 2 jours et demi. Oui, beaucoup moins. Le train, il est en gros, alors ça dépend de la manière dont on fait l'électricité, mais en gros, un kilomètre passager en avion, c'est de l'ordre de 150 grammes de CO2. Un kilomètre passager en train en France, en fonction du fait que vous considériez l'infrastructure amortie ou pas amortie, etc., ça se balade entre quelques grammes et quelques dizaines de grammes. Mais c'est en France. Si vous allez en Allemagne, ça peut monter à quelques dizaines de grammes à cause du contenu carbone de l'électricité. Mais ça reste toujours inférieur à l'avion dans tous les cas de figure. Voilà,
donc ça aussi, c'est pour vous faire toucher du doigt. Donc quand on dit diviser par 3 les émissions, bon, très bien, c'est important. Ça, c'est pour vous faire toucher du doigt à quel point aujourd'hui nous sommes à des années-lumière avec les habitudes que nous avons d'avoir quoi que ce soit qui puisse ressembler à une empreinte carbone qui soit compatible avec le monde des 2 degrés, qui est par ailleurs la promesse politique de tout un chacun en ce moment. Hein, avec un tout petit sujet, et j'y reviendrai tout à fait à la fin de ce cours pour vous montrer quelques écarts. Une des manières qu'on a d'économiser de l'énergie, c'est d'améliorer l'efficacité de la chaîne énergétique, du système énergétique. Oui. Ah, beaucoup plus. Non. E égale 1,5 de MV2, donc ça change pas. Donc si vous avez une plus grosse masse et une plus grosse vitesse, c'est voilà, un plus gros moteur, ça consomme plus. C'est pour ça que, soit dit en passant, la tendance actuelle qui est d'alourdir les voitures et de vendre des SUV à tout le monde, c'est évidemment quelque chose qui est totalement antinomique avec le fait de s'occuper sérieusement de la question climat. Donc je revenais à ce que je disais, à partir du moment où on a envie de gagner sur la quantité d'énergie qu'on utilise, une des choses qu'on peut imaginer de faire, c'est d'améliorer le rendement, enfin la chaîne, qui va de l'énergie qu'on trouve dans la nature à l'énergie qui rentre dans une machine ou même qui nous rend un service. Alors il y a 3 termes qui sont fréquents dans le monde énergétique qu'il faut avoir en tête. Le premier terme, ou premier adjectif, c'est primaire. L'énergie primaire, c'est l'énergie telle qu'on la trouve dans la nature. Donc je vous ai dit au premier cours qu'à cause de la loi de conservation de l'énergie, tout ce qu'on pouvait faire avec cette grandeur, c'était de trouver dans la nature de l'énergie déjà existante et de s'en servir à notre profit. Donc il faut qu'elle existe, cette énergie. Et donc cette énergie, encore une fois, quand elle existe, elle s'appelle primaire. Alors dans l'énergie primaire, on va trouver tout ce qui brûle, charbon, pétrole, bois, gaz, etc. On va trouver la force des éléments, par exemple la force de l'eau qui tombe, le vent qui souffle. On va trouver du rayonnement électromagnétique, le soleil. On pourrait, si on savait brancher les machines à laver sur les éclairs d'orage, trouver de l'électricité. Pour le moment, c'est pas bien. Voilà, donc c'est tout ce qu'on trouve dans la nature et qui est une source d'énergie possible. Cette énergie primaire va alimenter notre système énergétique. Donc le système énergétique, que dans les statistiques on appelle parfois aussi industrie de l'énergie, c'est la même chose. C'est tout l'appareil industriel que nous avons créé qui ne sert à rien d'autre que d'extraire de l'énergie primaire de l'environnement et d'en faire de l'énergie qu'on appelle finale, c'est-à-dire qu'il va pouvoir alimenter une machine hors du système énergétique. Alors une machine hors du système énergétique, c'est quoi? C'est un lave-vaisselle, un aspirateur, une voiture, un projecteur de cinéma ou un sonotone pour ceux qui n'entendent pas bien. Voilà, tout ça, c'est des machines qui sont alimentées par de l'énergie qui sort du système énergétique. Le système énergétique, il est lui aussi soumis à la loi de conservation de l'énergie. Donc la loi de conservation de l'énergie vous dit que l'énergie finale qui sort du système, c'est au plus égal à l'énergie primaire, et en fait ça sera toujours inférieur à l'énergie primaire. Les pertes que vous pouvez avoir quand vous passez, non j'y viendrai après, quand vous passez du système primaire au système final peuvent être extrêmement élevées, et en tout état de cause, elles sont toujours supérieures à 0%. Après, il y a une autre forme d'énergie dont on parle parfois, qui est ce qu'on appelle l'énergie utile, c'est-à-dire celle qui vous rend vraiment un service. Alors, je prends l'exemple d'un frigo. Le frigo, il utilise une énergie finale, de l'électricité. Par contre, il a lui-même un rendement, parce que ce qui vous intéresse en ce qui concerne le frigo, c'est pas qu'il consomme de l'électricité, c'est qu'il vous extrait des calories de l'intérieur du frigo. Comme ça, vous êtes sûr que votre bière est toujours au frais. Donc l'énergie utile, dans cette histoire, c'est l'énergie de refroidissement de la bière, très accessoirement de tout le reste de ce qui se trouve dans le frigo. Vous avez encore dans cette histoire donc un rendement de conversion entre finale et utile. C'est pareil quand vous avez quelqu'un qui se déplace dans une voiture. L'énergie utile, c'est soit l'énergie de déplacement du bonhomme, donc E égale 1,5 de MV2 appliqué au bonhomme, soit à l'arrière, E égale 1,5 de MV2 appliqué à la voiture. C'est beaucoup moins que l'énergie finale qu'on a mis dans le réservoir de la voiture. Alors les pertes se baladent n'importe où entre 5 et 75% pour
primaire vers finale. 75%, typiquement, c'est les turbines à combustion qu'on utilise pour l'hyperpointe dans un réseau électrique et qui sont en gros des moteurs d'avion. Et ça a des rendements qui sont 20, 25, 30%. D'accord? Alors c'est des trucs dont on se sert 200 heures dans l'année, hein, c'est pas très grave que c'est un mauvais rendement. 5% c'est dans les très bons cas de figure quand vous avez, je sais pas, une éolienne avec très peu de frottement ou bien un barrage avec très peu de frottement. Et puis entre les deux, vous avez toute la gamme, et dès que vous faites de l'électricité avec une machine de Carnot, donc dès que vous faites de l'électricité avec de la chaleur qui derrière va faire tourner un alternateur, à ce moment, vous avez un rendement qui ne dépasse jamais, en cycle simple, 45%. Un tout petit peu plus quelquefois. Quand vous êtes en cycle combiné, sur le gaz, vous pouvez atteindre 55-60, c'est-à-dire que vous avez deux cycles différents. Mais sur un cycle simple, vous dépassez rarement 45%. Et le rendement moyen d'une centrale à charbon dans le monde est le même que le rendement moyen d'une centrale nucléaire dans le monde, c'est-à-dire un tiers, en gros. Dans la transformation finale vers utile, là aussi, vous avez des pertes importantes. Par exemple, dans un moteur de voiture, vous avez des pertes qui peuvent atteindre jusqu'à 80%. Parce qu'évidemment, vous n'avez jamais un rendement de 1. Plus vous êtes hors de la plage optimale de régime, les moteurs sont ajustés pour des plages optimales de régime, et plus le rendement est mauvais. Donc, j'y reviendrai après, une façon de faire des économies, c'est de dire, je vais optimiser cette chaîne, et comme ça, pour la même quantité d'énergie utile à l'arrivée, par exemple la même quantité de bière refroidie dans le frigo, je vais utiliser beaucoup moins d'énergie primaire, et du coup, je vais mettre moins de CO2 dans l'atmosphère et moins dépendre des stocks d'énergie fossile. Donc l'optimisation de cette chaîne est un moyen d'économiser de l'énergie. Alors, prenons un exemple. Voilà une partie de l'approvisionnement énergétique allemand. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ça? C'est une excavatrice de la guerre de 180. Vous savez quelle hauteur ça fait? À peu près, oui. Un peu moins de 150 mètres. Est-ce que vous savez retrouver où est le bulldozer sur la photo? C'est exactement. Le bulldozer, je vais y arriver, c'est le petit truc jaune qui est là. Ça, c'est un bulldozer. D'accord. Alors ça, c'est une excavatrice à lignite qui, sauf erreur de ma part, se trouve dans la mine de Hambach, près de Cologne. La mine de lignite la plus profonde en Allemagne, elle est 300 mètres sous le niveau de la mer. C'est un truc qui fait 5 km sur 5 km, et vous avez un truc comme ça au milieu qui vous extrait la lignite, qui est un charbon jaune, donc riche en eau et riche en cendres, qui va alimenter une centrale à charbon. Voici une centrale à charbon. J'y reviendrai la prochaine fois, mais je vous rappelle que les tours réfrigérantes ne sont pas l'apanage des centrales nucléaires, c'est juste l'apanage des centrales thermiques en bordure de rivière. Vous avez plein de centrales nucléaires en France qui n'ont pas ce genre de tour, toutes celles qui sont en bord de mer, et vous avez plein de centrales à charbon qui sont en bord de rivière et qui ont ce genre de tour. Quand vous allez de la lignite vers l'électricité, vous avez des pertes importantes, et donc vous allez retrouver simplement 30 à 45% du contenu énergétique de votre lignite sous forme d'électricité. Après, vous allez transporter l'électricité jusqu'à un endroit où vous en servez. Là, vous allez perdre de l'ordre de 8%. Après, vous allez mettre ça dans un frigo. Alors là, en l'occurrence, il se trouve que le frigo, j'ai pris un exemple un peu taquin parce que c'est une pompe à chaleur, donc c'est un rendement thermodynamique supérieur à 1. Et votre énergie utile, c'est ce qui va vraiment permettre de refroidir ce qui se trouvera dans le frigo. Là, vous êtes typiquement sur un exemple où, de bout en bout, le rendement peut être pas très éloigné de 1, parce que le COP d'un frigo, c'est 2, 3. Donc ça peut être pas très éloigné de 1 quand vous allez du primaire vers l'utile. Maintenant, je prends un autre exemple. On va partir du pétrole. Donc voici un endroit où on récupère du pétrole de terre. Et quand vous récupérez le pétrole de terre, vous avez déjà une perte, parce que vous avez besoin d'énergie pour pomper le pétrole, d'accord, et l'extraire de terre. En fait, l'énergie qui est nécessaire au pompage du pétrole de terre
dans les mauvais cas de figure, ça atteint jusqu'à 1/3 du contenu énergétique du pétrole pompé. Hein, dans les mauvais pétroles de schiste, entre guillemets, là où vous avez besoin de beaucoup fracturer, beaucoup pomper derrière, et avec pas tant de pétrole que ça à récupérer, ça peut être de l'ordre du tiers. Dans les sables bitumineux au Canada, vous êtes aussi à des rendements qui sont de cet ordre-là. Vous avez besoin, en gros, de perdre 1/3 de l'énergie en cours de route. Ensuite, ce pétrole va être raffiné. Quand on raffine du pétrole, vous en perdez 15%, parce que le raffinage, c'est une distillation. La distillation, c'est comme pour le cognac, il faut chauffer. Et donc, vous allez perdre une partie de l'énergie contenue dans le pétrole initial pour effectuer cette distillation et avoir des produits raffinés. Vous allez mettre ces produits raffinés dans une voiture, dont le rendement est de 20 à 40%. Et avec ça, vous allez transporter un bonhomme. Alors, si vous considérez que l'énergie utile, c'est pas l'énergie cinétique de la voiture, mais c'est l'énergie cinétique du bonhomme, parce qu'après tout, si on pouvait se déplacer à 80 km/h sans risque d'en mourir, parce qu'on avait une bonne carapace sur nous, et en écoutant notre musique préférée sans avoir besoin d'une voiture, bah, peut-être qu'on pourrait considérer que l'énergie utile, c'est juste nos 70 ou 60 ou 80 kg qui se déplacent à 80 km/h, et pas l'énergie cinétique de la voiture. Donc là, vous voyez, même si vous vous arrêtez là, vous avez quand même un rendement de chaîne qui est assez bas. Et évidemment, la tentation est toujours de se dire, c'est pas la peine d'enquiquiner le consommateur qui achète une voiture, on va embaucher les bons ingénieurs des mines qui vont bien, et on va leur demander de travailler là-dessus, là-dessus et là-dessus, ça tombe bien, il y en a plein chez les affreux pétroliers et plein chez les affreux constructeurs, et on va leur demander de se creuser un peu les méninges et de nous optimiser tout ça. Quand on voit les pourcentages, encore une fois, c'est quelque chose dont on se dit, c'est normal. Alors, c'est normal, sauf que vous avez ici, quand vous pompez du pétrole en provenance d'une roche poreuse, vous luttez contre la capillarité, hein, et à un moment, il y a des rendements, enfin je veux dire, vous ne pouvez pas aller à 1 de rendement, c'est juste pas possible, vous avez des barrières physiques, et en fait, là, ça a plutôt tendance à se dégrader au cours du temps, ici, parce que les gisements qu'on exploite, les nouveaux gisements qu'on trouve sont plutôt moins sympathiques que les anciens. Là, vous êtes limité par la quantité d'énergie qu'il faut pour distiller, donc c'est pareil, hein, vous ne pouvez pas être à 0 perte. Là, vous avez une machine de Carnot, donc c'est pareil, vous ne pouvez pas être à 0 perte, et vous ne pouvez même pas améliorer de manière absolument considérable le rendement des moteurs. Donc c'est une tentation forte quand on voit ce genre de chiffres, mais il faut bien voir qu'il y a souvent des règles, des lois physiques qui limitent par construction les rendements, et ce n'est pas nécessairement très simple d'aller très au-delà. Je vais un peu élargir le raisonnement que j'ai commencé à tenir en disant c'est tentant de regarder comment est-ce qu'on peut optimiser les rendements physiques. La grande famille d'économie d'énergie qui est celle vers laquelle vont toujours en première approche tous les gens qui s'intéressent à la question, c'est l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique consiste à obtenir exactement le même service en améliorant les rendements de chaîne de bout en bout. Donc typiquement, j'ai une voiture qui est toujours la même, avec laquelle je parcours toujours, elle a fait le même poids, elle fait la même puissance, je parcours toujours la même distance, mais j'ai demandé à messieurs Peugeot, Renault, enfin Renault Fiat Chrysler maintenant, et consorts, de se creuser la cervelle pour que ça consomme moins de carburant quand je fais tout ça. Et donc, à l'arrivée, comme je ne vais pas faire plus de kilomètres, enfin c'est ce que je dis, et que je ne vais pas acheter une voiture plus grosse, évidemment c'est ce que je dis, eh bien, je vais avoir le même service avec moins d'énergie. Donc ça, c'est l'efficacité. De la même manière, dans le logement, si j'ai le même espace habitable et que je demande à une société que je ne nommerai pas d'isoler correctement mon logement et à une autre société que je ne nommerai pas de me faire une chaudière à condensation, etc., j'aurai le même confort thermique en ayant utilisé moins d'énergie. Alors ça, c'est l'efficacité. Voilà, et ça marche également, évidemment, pour les produits que j'achète. Si les industriels, ces affreux industriels pollueurs, eh bien, arrivent à me faire les mêmes produits en ayant utilisé moins d'énergie, eh bien, j'ai résolu une partie de mon problème, je n'ai pas été obligé de toucher à ma consommation. Une autre famille d'économie d'énergie, c'est l'exact inverse. Je ne demande pas à l'industriel de faire des progrès et je ne demande pas à ma voiture d'être plus efficace. Je décide délibérément d'avoir moins de services, donc de conduire moins de kilomètres, d'acheter moins de produits, etc. Et ce truc-là, ça s'appelle la sobriété.
Donc la sobriété, en gros, c'est je m'auto-inflige une limitation de ce que je consomme. Et évidemment, si je ne le consomme pas, il n'y a pas besoin de le fabriquer, et à ce moment, on a les économies d'énergie correspondantes au fait que je n'ai pas eu besoin de le fabriquer. Il y a une variante de la sobriété qui est celle qui arrive sans qu'on m'ait demandé mon avis, et ça s'appelle la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est tout simplement, j'ai une limite qui s'impose à moi et qui m'empêche de consommer, et à ce moment, évidemment, on économise l'énergie qui est nécessaire, ou qui était nécessaire, à ce que je consommais avant. La grande différence entre la sobriété et la pauvreté, donc c'est pas physique, dans les deux cas de figure, je vais moins consommer, mais dans le premier cas, je le désire, et dans le deuxième cas, je ne le désire pas. Donc évidemment, dans le premier cas, ça se gère socialement plus simplement que dans le deuxième. Parce que quand je désire un truc, c'est quand même socialement un peu plus simple que quand je ne le désire pas. Mais un truc essentiel à avoir en tête, c'est que dans les deux cas de figure, que ce soit sobriété ou pauvreté, c'est récessif. Parce que du coup, on ne fabrique plus. Donc on ne produit plus. Donc le bout du PIB qui correspondait à la production disparaît. Donc la sobriété est quelque chose qui marche de manière généralisée à partir du moment où on accepte l'idée que ça va avec le fait de faire décroître le PIB tel qu'il a été conçu, soit dit en passant, parce qu'au moment où il a été conçu, le PIB, c'était vraiment pour mesurer des tables et des verres. Faire décroître le PIB, j'en reparlerai un peu plus tard quand on parlera des systèmes dans lesquels on vit, ça a une toute petite conséquence de court terme, c'est que ça fait décroître la base fiscale. Et donc, vous n'allez pas voir à peu près un élu, sauf rares exceptions, qui se présente devant les caméras en disant « c'est ça que je vais faire ». Parce que ça lui crée immédiatement un problème budgétaire de court terme qu'il ne sait pas résoudre. Donc la quasi-totalité du monde politique n'envisage absolument pas de généraliser ces deux trucs-là. Par ailleurs, généraliser ces deux trucs-là suppose d'embarquer la totalité des consommateurs, alors que de s'occuper de ça, ça suppose juste de taper sur la tête de quelques industriels et de quelques ingénieurs des mines. Donc c'est quand même, en termes de population qu'on met sous contrainte, beaucoup plus petit numériquement. Et comme dans les démocraties, chaque personne a un bulletin de vote, quelle que soit sa position, en général, toute solution qui permet de minimiser le nombre de gens sur lesquels vous avez besoin de taper pour régler un problème est une solution préférentielle. D'accord ? Donc il y a très très peu de discours sur les deux cases du bas. Alors maintenant, pour revenir au début de ce cours, à partir du moment où on accepte l'idée qu'au plus, pour des raisons géologiques, l'approvisionnement énergétique baissera de toute façon, il est assez simple de comprendre que tout ce qu'on ne fera pas au titre de ça et de ça, on le fera au titre de ça. C'est très simple, hein. J'ai que 3 tiroirs dans ma commode. Hein. Donc tout ce qu'on ne réussit pas à faire au titre de l'efficacité ou de la sobriété se fera sous forme de pauvreté. Et donc ça renvoie à la question que vous m'avez posée au début de ce cours, qui est où est-ce que ça se passe? Eh bien ça se passe déjà quand un pays est sous contrainte énergétique, là où vous voyez augmenter les poches de pauvreté, d'inégalité, etc. C'est là que ça se passe. Bon, j'aurais dû vous projeter ça après primaire finale. Ici, vous avez tout simplement le diagramme primaire finale de la France, dans lequel vous voyez ici donc les énergies primaires qu'on utilise, ici les énergies finales qu'on utilise. Ce que vous voyez, c'est que sur le pétrole, il y a très peu de pertes intermédiaires. Sur l'électricité primaire, il y en a énormément parce que c'est de la chaleur perdue. Voilà, c'est essentiellement ça l'idée. Je ne vais pas revenir en détail. Dans le monde, la conversion primaire vers finale nous fait perdre, en gros, je dis bien en gros, à peu près 5 milliards de tonnes équivalent pétrole d'énergie, c'est-à-dire, enfin ouais, c'est ça, entre 4 et 5, c'est-à-dire un gros 40% de l'énergie primaire. Donc c'est clair que, vu de Mars, vous vous dites, là il y a quelque chose à gratter. Mais j'insiste, c'est essentiellement dû à la production électrique. Et la production électrique, comme je vous l'avais dit dans un cours précédent, est aujourd'hui essentiellement faite avec des combustibles fossiles. Et donc là, vous avez essentiellement la perte due au fait que c'est une machine de Carnot et vous pouvez juste rien y faire. Vous pouvez un peu monter la température de la source chaude. Voilà.
mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Alors voilà ou revoilà, je ne sais pas si je vous l'avais montré en fait, ça, je ne suis pas sûr. Voilà ou revoilà donc la décomposition de la production électrique dans le monde, et ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui l'essentiel est fossile. Vous avez ici les 3 sources fossiles. Gardez en ordre de grandeur que pour faire 1 kWh d'électricité au charbon, on émet 1 kg de CO2. C'est un ordre de grandeur qu'il n'est pas inutile de garder en tête. Le gaz est aux alentours de 400 grammes, le pétrole plutôt aux alentours de 800. Les 2 grands modes décarbonés aujourd'hui en ce qui concerne l'électricité, c'est l'hydroélectricité et le nucléaire. Et tout en haut, là, vous avez les nouvelles énergies renouvelables, alors qui se baladent n'importe où entre 10 et 250 grammes de CO2, selon que vous êtes avec une éolienne dont l'électricité n'a pas besoin d'être stockée, ça c'est 10 grammes, ou avec un panneau solaire dont l'électricité a besoin d'être stockée sur batterie particulièrement performante, et à ce moment vous êtes plutôt à 250. Hein. Donc ça, il y a une très grande plage de variation. Ce que vous voyez ici, et alors j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais c'est que la quantité d'électricité qu'on utilise aujourd'hui dans le monde a considérablement augmenté par rapport à il y a quelques dizaines d'années. On est à peu près à 25 000 milliards de kilowattheures. Et ce que vous voyez, c'est que dans les nouvelles énergies renouvelables, en fait, vous avez le vent et la géothermie, on va dire, biogaz, géothermie, qui sont les 2 modes dominants. Pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire regarder à quel niveau il faut placer les économies d'énergie, il y a maintenant une petite règle de 3 que je vous propose, qui est connue sous le nom d'équation de Kaya. Alors, ce n'est pas un anagramme de Yaka, c'est vraiment un monsieur japonais qui s'appelle Kaya. Et il a un jour posé l'équation de la baisse des émissions de CO2 sous forme d'une règle de 3. Alors, monsieur Kaya, il dit, on va commencer par dire que les émissions mondiales de CO2 sont égales à elles-mêmes, ce que normalement, même après une soirée bien arrosée, vous devriez accepter sans trop discuter. Et puis, monsieur Kaya dit, je vais diviser et multiplier à droite par un terme non nul, vous savez qu'on a le droit de faire ça, qui est la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde. Et donc là, je fais apparaître un premier terme, qui est la quantité d'énergie, la quantité de CO2, pardon, libérée dans l'atmosphère par unité d'énergie disponible pour moi. D'accord? Par unité de machine en fonctionnement. Après, je continue et je vais multiplier et diviser par la production économique. Donc ici, ce que je fais apparaître, c'est combien j'ai eu besoin de transformer l'environnement, parce que je vous rappelle que l'énergie, c'est la transformation de l'environnement, pour disposer d'1 $ de valeur ajoutée. D'accord? Pour disposer de 1 $ de quelque chose qui est intéressant pour moi, à quelle hauteur, exprimé en kilowattheure, j'ai eu besoin de transformer l'environnement. Et enfin, je finis ma règle de 3 en multipliant et en divisant par la population mondiale. Et donc là, je fais apparaître la quantité de production économique, de services économiques, dit autrement, par personne, fois le nombre de personnes. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on peut dire que les émissions mondiales de CO2 ou de gaz à effet de serre, soit dit en passant, sont le produit de 4 termes, qui sont la population, donc toute chose égale par ailleurs, plus on est nombreux, plus ça émet. La production économique, plus on produit par personne, plus on transforme, plus on émet. La quantité d'énergie utilisée par unité de production économique, plus j'utilise d'énergie par unité de production économique, plus les émissions de CO2 augmentent, toutes choses égales par ailleurs. Et enfin, la quantité de CO2 par unité d'énergie, plus mon unité d'énergie est riche en CO2, et plus, toutes choses égales par ailleurs, j'émets. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure dit que le terme de gauche, je le mets sous contrainte, c'est-à-dire que je dis d'ici à ce que vous ayez mon âge, il faut que ça soit divisé par 3. J'ai rajouté en dessous que ça finira de toute façon par arriver un jour, au titre de mon petit théorème de l'autre jour, là, qui est que la quantité de combustible fossile qu'on utilise sur Terre tendant vers 0 à plus l'infini, de toute façon, mes émissions de CO2 tendent vers 0 à plus l'infini aussi. Donc de toute façon, viendra un moment où dans l'histoire des hommes, les émissions de CO2 seront pour toujours inférieures au tiers de la valeur actuelle.
Je suis sûr de ça. Je ne vais pas vous dire quand, mais je suis sûr que ça arrivera. Et maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire sur les termes de droite. Vous êtes d'accord avec moi que si on divise ça par 3, il faut que je retrouve la division par 3 dans la combinatoire des termes de droite. C'est ça le grand charme d'une égalité, c'est que ça doit rester égal des deux côtés de l'égalité. Alors une première option est de dire je vais diviser la population humaine par 3. Alors en 30 ans, ça porte des noms pas très sympathiques, donc en général il y a peu de candidats. Mais je reviendrai à la fin, enfin je peux déjà vous dire, parce que vous êtes d'accord avec moi que si ça doit arriver de toute façon, tout ce qui n'est pas fait là, là et là sera fait là. On est d'accord, hein? C'est juste de l'arithmétique, hein? Donc tout ce qui n'est pas fait là, là et là sera fait ici. C'est juste arithmétique. Pour le moment, la population, on se dit plutôt, bon allez, ça va encore augmenter et on est parti pour être 9 à 10 milliards sur Terre. Bon, très bien. Alors 9 à 10 milliards par rapport à la taille actuelle de la population, ça fait en gros une augmentation de 30%. Donc ça, je dois le diviser par 3, et ça, j'ai commencé par le multiplier par 1,3. Du coup, les 3 termes qui restent, je dois les diviser par 4. On est d'accord? Ou il n'y en a qu'un seul qui écoute? Non, on est d'accord. Alors la deuxième option maintenant, c'est de dire, bah, très bien, je vais diviser le PIB par personne par 4. Dans les 30 ans qui viennent. C'est une autre manière de faire. Alors tous les gens qui se préoccupent de l'industrialisation du pays, des caisses de retraite, de je sais pas quoi, ils disent non, non, vous n'y pensez pas, on ne peut pas faire ça. En fait, il faut que ça monte. Et alors là, les intérêts composés vous disent que si on part sur l'idée que dans le monde, parce qu'aujourd'hui c'est ça que tout le monde a en tête, on fait 2% par an, eh bien Excel vous fait beaucoup mieux que moi 1,02 à la puissance 32, et ça vous donne une petite multiplication par 2 à l'échelle des 32 ans qui viennent. Donc ça, je veux le diviser par 3, et là je commence par multiplier par 1,3 et par 2. Donc en fait, la combinatoire des deux, c'est par 2,5. Donc vous êtes d'accord que si ça, je le multiplie par 2,5 et ça, je dois le diviser par 3, le produit de ces deux termes, je dois le diviser par... Je crois avoir entendu 7,5. Je vous rappelle que les règles de 3, c'est beaucoup plus utile dans la vie courante que les intégrales triples. Hein. Beaucoup plus. C'est avec ça que vous ne vous ferez pas estamper par votre plombier et par le marchand de voitures, alors que les intégrales triples ne vous serviront à rien dans les deux cas de figure que je viens d'évoquer. Donc, il faut que les deux termes qui restent soient divisés par 7,5. On est d'accord? Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les deux termes qui restent, c'est votre job. Bah ouais, c'est votre job. C'est le boulot des ingénieurs. Faites-moi des machines plus efficaces et faites-moi une énergie plus décarbonée. Allez-y, au boulot, bande de feignants. Parce qu'on ne va quand même pas faire baisser le PIB et s'empêcher d'avoir une population qui croît. Donc faites votre job. Allez-y. Voilà, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si je demande aux gens qui vous ont précédé d'envoyer leur CV, en disant qu'est-ce que vous avez fait sur ces deux termes-là, je vais y revenir un peu plus tard, mais vous voyez, sur l'efficacité énergétique de l'économie, en gros, on a été capable de gagner 30% en un peu plus de 50 ans, et même si je regarde sur les 20 dernières années, eh bien, on est plutôt à moins 10%. C'est-à-dire qu'on gagne péniblement un demi-point d'efficacité énergétique par an, actuellement, sur les 20 dernières années. Nonobstant l'explosion du Smart IT, qui doit rendre tout smart dans tous les sens, smart taxi volant, smart city, smart ingénieur des mines, smart machin, enfin smart tout, et mettre de l'efficacité dans tous les sens. Mais manifestement, ça ne marche pas très bien, puisque depuis qu'on met du smart machin dans tous les sens, l'efficacité a plutôt tendance à s'améliorer moins vite que plus vite, hein, macroscopiquement. Et donc si je dis ça, je dois le diviser par 7,5, ça je gagne péniblement 30% là-dessus, bah, vous êtes d'accord que j'ai encore un gros facteur 5 à trouver là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé sur les 50 dernières années. On a gagné en gros 10% sur ce terme-là, sur les 50 dernières années. Et depuis le boom ENR, on ne gagne rien. Là aussi, c'est quand même dommage. En fait, le boom ENR, j'y reviens une fois de plus, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que dans le même temps que les ENR augmentent,
le charbon et le gaz continuent d'augmenter, ce qui fait que le contenu carbone moyen de l'énergie incrémentale, eh bien, il est plutôt plus fort que le contenu carbone moyen de l'énergie qui était déjà employée. Hein. Le boom des ENR des 15 dernières années est allé de pair avec le boom du charbon. C'est ce que j'expliquais au moment du premier cours. Donc, on a fait 10%. Alors, je le répète, à partir du moment où soit la géologie régionale ou mondiale, soit n'importe quelle contrainte, les gens paniquent, j'en sais rien, fait que ce terme-là devient effectivement rapidement décroissant, tout ce qui n'est pas pris là et là le sera là et là. C'est juste des maths. C'est juste des maths. D'accord ? Donc je vais vous le redire autrement. Les économies d'énergie, celles-là sont évidemment les meilleures, mais il y en a une partie qu'on va devoir prendre là, c'est-à-dire la sobriété et ou la pauvreté, et idéalement la sobriété, parce que, à tout prendre, c'est peut-être mieux d'avoir un PIB en baisse plutôt que de se faire la guerre, de mourir de maladie ou de mourir de faim. Voilà. Mais cette équation, elle est là pour rappeler que l'arithmétique, malheureusement, nous dit qu'il n'y aura pas de voie avec le problème repoussé éternellement à plus tard. Alors voilà maintenant quelques zooms pour montrer qu'en plus le problème se complique encore. Donc ici vous avez l'efficacité énergétique de l'économie pour le monde dans son ensemble, vous voyez ça baisse. Mais il y a des pays dans lesquels ça se dégrade, pris avec le temps. Ici vous avez la Turquie par exemple. Eh bien vous voyez en ce qui concerne la Turquie, aujourd'hui il faut plus d'énergie pour faire $1 de valeur ajoutée qu'il n'en fallait il y a 50 ans. D'accord ? Donc eux ils n'ont pas amélioré leur économie, ils ont dégradé l'efficacité énergétique de leur économie. Ici, vous avez un... Alors, je suis désolé, j'ai pris la courbe inverse, mais ça dit exactement la même chose. En ce qui concerne le Brésil, vous avez combien vous faites de dollars de valeur ajoutée par kilowattheure d'énergie, donc c'est présenté dans l'autre sens. Donc là, pour le coup, quand ça baisse, c'est que l'économie est de moins en moins efficace. Vous faites de moins en moins de dollars de valeur ajoutée avec la même quantité de kilowattheures. Et vous voyez que le Brésil, c'est pareil, est un pays où l'économie est moins efficace aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Là, vous avez un voisin immédiat qui s'appelle l'Espagne. Eh bien, vous voyez, l'Espagne a une économie qui aujourd'hui n'est pas plus efficace qu'elle ne l'était il y a 50 ans. C'est devenu un peu plus efficace, ça s'est dégradé, c'est redevenu un peu plus efficace, ça s'est redégradé, enfin bon, là... voilà, c'est à peu près pareil. Donc, se dire qu'avec le temps, tout devient toujours plus efficace, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Je vous ai montré que dans le monde, c'était pas vrai, l'efficacité s'était améliorée plus vite jusqu'en 2000 qu'après 2000. Et vous avez des pays dans lesquels, depuis qu'on regarde ce genre de statistiques, eh bien vous pouvez avoir la situation qui va dans le mauvais sens et non pas dans le bon sens. En ce qui concerne l'efficacité carbone de l'énergie, donc je le redis, c'est combien de grammes de CO2 vous devez mettre dans l'atmosphère quand vous utilisez 1 kWh d'énergie primaire, il ne s'agit pas de l'électricité, là il s'agit bien d'énergie primaire. Eh bien ce que vous voyez, c'est que ça s'améliorait lentement jusqu'au début des années 2000, et depuis le début des années 2000, en gros, ça s'est un peu dégradé, un peu amélioré, c'est flat. Hein? Donc ça, c'est très contre-intuitif par rapport au discours qu'on entend partout, qui est, encore une fois, que les énergies renouvelables sont en train de se développer partout, et donc la logique devrait être que l'énergie se décarbone. Hein? Et ce que vous voyez là, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Ici, vous avez eu comme facteur de décarbonation de l'énergie qu'on utilise deux choses. Vous avez eu le passage la montée en puissance du gaz, qui est la moins carbonée des énergies fossiles. Donc, si vous avez le gaz qui se développe, du coup, la valeur moyenne du CO2 mis dans l'atmosphère pour 1 kWh d'énergie primaire a tendance à baisser un peu. Et le deuxième facteur explicatif, c'est le développement de l'hydroélectricité. Enfin,
surtout au début, et du nucléaire. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le gaz est augmenté en... Voilà. Là, vous avez le retour du charbon, j'ai envie de dire, et là, effectivement, le développement des ENR. Mais enfin, vous voyez que tout ça, c'est des oscillations autour d'une valeur qui ne bouge pas dans les grands ordres, dans les grandes largeurs. Puis vous avez des pays dans lesquels c'est très stable. Vous voyez, par exemple, l'Inde. C'est très très stable depuis des dizaines d'années. Si on regarde ce paramètre sur une série beaucoup plus longue, là en l'occurrence 1,5 siècle, c'est un petit calcul que j'ai fait à partir des séries longues d'énergie que je vous ai montré au premier cours. J'ai regardé comment avait évolué le contenu carbone de l'énergie utilisée par les hommes depuis 1,5 siècle. Alors là en l'occurrence j'ai compté la biomasse pour 0, ce qui est un peu discutable parce qu'une partie de la biomasse qu'on a utilisée était de la déforestation. Mais bon, ceci mis à part, ce que vous voyez, c'est que la révolution industrielle a précisément consisté à carboner l'énergie. C'est ça que ça a consisté à faire, donc c'est à mettre plus de combustibles fossiles dans ce qu'on utilisait. Je rappelle encore une fois qu'il y a 2 ou 3 siècles, on était 100% ENR. Et depuis les chocs pétroliers, depuis le début du XXe siècle, ce que vous voyez, c'est que en gros, avec des oscillations, cette valeur est restée à peu près constante. Donc, il y a une forme de grande difficulté à sortir de l'énergie fossile dans la civilisation industrielle dans laquelle nous sommes. Très très difficile d'en sortir. C'est ce que vous montre cette série. Alors ça n'empêche pas les discours sur la décarbonation de l'économie de prendre place, conjugué à un discours sur la croissance du PIB, ce qui veut dire, comme le PIB c'est une transformation, on a besoin de plus d'énergie. Donc on a besoin de beaucoup plus d'énergie avec beaucoup moins d'énergie fossile. Donc en gros, pour conjuguer les deux discours qui sont à la fois l'économie doit continuer à croître et la quantité d'énergie fossile doit rapidement décroître, ça veut dire qu'on devrait passer d'une évolution historique de l'utilisation de l'énergie, qui est cette courbe que je vous ai déjà montrée, à une évolution future, d'ici à ce que vous ayez mon âge, je répète, qui ressemble à ça. C'est-à-dire que en bas, les combustibles fossiles se mettent à décroître de 3 à 4% par an. Alors ça, physiquement, ça ne pose pas de problème. Que ça pose des problèmes socio-économiques tant qu'on veut, mais ça ne pose aucun problème physique, c'est-à-dire de diminuer très fortement la quantité de combustible. C'est physiquement possible. Ça, c'est moins sûr. Il faudrait que dans le même temps, les énergies décarbonées croissent de 7% par an, tous les ans, dans les 32 ans qui viennent. Sachant qu'une bonne partie, on va y venir plus tard, de ces énergies décarbonées reste dépendante des énergies fossiles à un moment ou à un autre de la chaîne. Alors, plus ou moins fortement, évidemment, mais quand même, oui. On verra ça pendant le cours sur le nucléaire. Alors maintenant, je vais vous proposer une alternative à Kaya, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est plus du tout la même. Alors, je ne tue personne. Donc on a toujours la population qui se prend 20 à 30%. Alors je ne tue personne, mais on essaye de faire en sorte que la population croisse quand même un peu moins vite. D'accord ? C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pour ça, il faut que l'aide au développement des pays riches soit vraiment de l'aide au développement et pas de l'aide en général au chiffre d'affaires des entreprises des pays occidentaux, et donc pour faire des routes et des ponts. L'un des trucs que les pays occidentaux peuvent faire d'utile à ce moment, c'est ce qui est l'éducation des femmes, le planning familial et les systèmes de retraite, qui sont 3 mesures dont on sait que ça a un impact à la baisse sur la natalité. Donc au lieu de faire plus 30, je fais plus 20. Là je dis, allez hop, on est content comme on est avec le PIB mondial tel qu'il est, donc je l'arrête là. Mais comme je suis un peu communiste et que je considère que l'Indien il a le même droit au PIB annuel que le Français, évidemment le PIB par personne en France, je le divise par 3. Puis mon régime communiste. Je mets le paquet sur les économies d'énergie au sens efficacité, parce que la sobriété, j'ai déjà pris ma part ici. Hein.
Et je mets le paquet sur la décarbonation de l'énergie. Donc effectivement, je construis à Tire-Larigot des barrages, des centrales nucléaires, des éoliennes, des panneaux solaires, tout ce qui me tombe sous la main, et de la capture et séquestration du CO2. Et à ce moment, j'arrive à peu près à tenir la division par 3 sur le terme de gauche. Voilà, donc vous avez une petite idée de ce que signifient les objectifs du développement durable vus avec cette règle de 3. Je vous rappelle, soit dit en passant, que la pauvreté est un indicateur relatif. La pauvreté, c'est moins que X% du revenu médian. Donc la pauvreté, c'est la part d'une distribution qui se trouve à gauche, en dessous d'une fraction du revenu médian. J'ai 2 ou 3 manières différentes de supprimer la pauvreté. La première manière que j'ai, c'est de concentrer la totalité, c'est de faire un Dirac. Tout le monde gagne la même chose. À ce moment, je suis sûr que je n'ai pas de pauvreté puisque j'ai personne à moins de, allez, on va dire 50% du revenu médian. D'accord? Ils gagnent en valeur absolue toujours la même chose, mais tous les autres, je baisse leurs revenus. Vous êtes d'accord avec moi que ça baisse la pauvreté? On est d'accord? Mathématiquement. Hein? Donc une deuxième manière, donc là, ce que je vous présente là, c'est la seule manière que je connaisse, arithmétique, qui résolve à la fois le problème du climat et le problème de la pauvreté. C'est j'appauvris les riches. C'est la seule manière qui fonctionne. Si j'enrichis les pauvres, ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment, j'augmente la production et donc j'augmente les émissions de CO2. Donc j'insiste sur le fait que la seule manière de cocher toutes les cases des objectifs du développement durable, c'est arithmétiquement, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qu'il faut faire, je suis juste en train de vous dire, arithmétiquement, le seul truc qui marche, si vous prenez ça en résolution de problème, c'est d'appauvrir les riches. Si on veut se passer... alors voilà, donc ça c'était pour l'efficacité, j'y reviendrai après sur des exemples concrets. La deuxième chose donc qu'il faut faire, c'est utiliser moins de combustibles fossiles. Si on veut utiliser moins de combustibles fossiles, il faut notamment demander aux gens qui détiennent aujourd'hui les réserves de combustibles fossiles de bien vouloir les laisser sous terre, d'accord, de ne pas accorder de permis d'exploration, de permis d'exploitation, etc. Alors ici, je vous reprojette un graphique que je vous avais déjà projeté et qui vous donne la hiérarchie des réserves en combustibles fossiles par pays, en ayant discriminé charbon, pétrole et gaz. Je vous rappelle à nouveau que les premiers détenteurs de réserves liquides, alors le Venezuela c'est un peu particulier parce que ce qu'il a dans son sous-sol, c'est pas sûr qu'il en sorte tout ça, même s'il le voulait, l'Arabie Saoudite est très en dessous de la totalité des réserves de charbon du pays de M. Trump. Et maintenant, je vais vous montrer tous les pays qui étaient d'accord en 1997 pour prendre un engagement de limitation de leurs propres émissions, ce qui vous donne quelque part le consentement à agir au nom du climat des pays en question. Et donc, c'est un prérequis pour le consentement à laisser sous terre les réserves fossiles dont ils disposent. Alors voilà, dans tous ces pays-là, 3 pays qui ont soit ratifié tardivement, soit carrément laissé tomber leur ratification. Donc le Canada est sorti, la Russie a ratifié extrêmement tardivement, et les États-Unis ont fini par sortir. Enfin, ils n'ont jamais ratifié, en fait. Et tous ces pays-là, à cette époque-là, ils n'ont jamais pris d'engagement. D'accord ? Donc en gros, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que les gens qui sont d'accord pour agir au nom du climat, c'est essentiellement les gens qui n'ont pas de réserve chez eux. C'est essentiellement là, ces gens-là qui sont d'accord pour agir au nom du climat. Et je vous rappelle également quelque chose de très important que je vous avais dit la dernière fois, enfin une des dernières fois, qui est que le charbon, dont vous voyez qu'il représente l'essentiel des réserves extractibles restantes, est une énergie essentiellement domestique. Donc le charbon, il s'extrait chez soi et il s'utilise chez soi. Donc tant que les pays sont souverains, ceux qui ont du charbon, il ne dépend que d'eux-mêmes d'extraire leur charbon et d'utiliser leur charbon pour faire de l'électricité. Ça ne dépend que d'eux.
D'accord ? Il est assez peu probable que ou le Vietnam, ou la Thaïlande, ou le Brésil, ou l'Autriche déboulent en Chine en disant vous n'utiliserez pas votre charbon. Assez peu probable. Ou en Australie. Donc ces pays-là, ils veulent utiliser leur charbon, ils l'utilisent, donc il faut les convaincre de ne pas l'utiliser, ce qui est évidemment pas très simple. Un autre élément dont il faut tenir compte, tout ça prépare encore une fois la discussion sur les mesures techniques, hein, c'est que l'essentiel des émetteurs, donc l'essentiel des pays qui ont pris des engagements, c'est ceux qui n'ont pas les réserves, et par ailleurs l'essentiel des émetteurs sont des pays dans lesquels vous avez actuellement un régime dit démocratique. Vous voyez que sur ce camembert, qui représente l'ensemble des régions du monde, à part quelques exceptions, alors la plus notable évidemment est la Chine, et une bonne partie des pays du Moyen-Orient, mais sinon l'essentiel des autres pays sont des démocraties. Alors on peut dire ce qu'on veut, qu'elles ne sont pas parfaites, etc. La notion de démocratie parfaite pour moi est quelque chose qui reste un long débat. Parce qu'il n'y a pas de définition normative de ce que c'est qu'une démocratie parfaite. Moi, j'ai envie de dire, c'est une démocratie à partir du moment où les gens votent. Voilà, c'est ça ma définition. Qu'après, on explique que le vote est truqué, mal organisé, je sais pas quoi, etc. Bon, très bien, reste à savoir ce que serait un vote pas truqué. Ou un vote parfait. En général, la critique la meilleure que je connaisse, enfin exactement la meilleure manière de traduire ceci n'est pas démocratique, par exemple dans un débat non démocratique en général est un débat qui conclut à autre chose que mon opinion. C'est une meilleure définition que je connaisse. Donc voilà, donc là, on a affaire à des démocraties, c'est-à-dire des endroits où on vote. Et une démocratie, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien à l'esprit, et j'espère que vous êtes tous allés voter aux européennes, c'est un système qui n'est pas un système auquel vous êtes habitué dans votre vie de tous les jours. Dans votre vie de tous les jours, vous êtes habitué à être dans une institution dans laquelle il y a des règles, avec une autorité qui est capable d'édicter les règles, des gens derrière qui doivent respecter les règles et des sanctions en cas de non-respect des règles. Donc je prends l'école des mines, où vous vous trouvez. L'école des mines a des règles. Par exemple, si vous ne passez pas un examen, vous avez 0. Et une deuxième règle, c'est que si vous avez trop de 0, vous n'avez pas votre diplôme. Et comme vous n'êtes pas rentré ici pour en ressortir sans diplôme, eh bien, vous faites les efforts minimums qu'il faut pour avoir votre diplôme. Voilà. Ce qui fait que tous ceux qui auront le plaisir d'avoir un rattrapage me courront derrière en disant « Est-ce que vous voulez bien me le corriger ?» parce que sinon, la direction des études me fait des ennuis. Donc, c'est quelque chose qui a, encore une fois, une hiérarchie, un vrai chef qui décide et un pouvoir de sanction. Alors tous, on a tendance à penser qu'un système politique en démocratie, ça fonctionne de la même manière. Vous avez un vrai chef, il décide, et ensuite, on s'exécute. Alors en fait, pas du tout. Dans les livres que je ne vous saurais trop vous conseiller de lire, il y a un livre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », écrit par un génie qui s'appelle Alexis de Tocqueville, il y a maintenant quasiment 2 siècles. Dans lequel il décortique, alors je vous passe le premier tome, parce que le premier tome, il décortique par le menu les pouvoirs du juge en Amérique, bon, pas passionnant. Par contre, le deuxième est absolument fabuleux, parce qu'il fait une lecture sociologique extrêmement fine de la façon dont une démocratie poussera les hommes à se comporter. Et il n'y a pas une virgule à changer par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc une démocratie, c'est un système remontant, ou plus exactement une pyramide inversée, c'est-à-dire que lui, là en bas, en fait, il est chargé d'écouter et d'arbitrer entre tous les gens qui vont vous dire voilà ce qu'il faut faire. Et alors évidemment, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, et tous, ils votent. C'est-à-dire que tous, ils décident si lui, en bas, là, il sera chef ou pas chef. Ou plus exactement, s'il sera exécuteur testamentaire ou pas. Donc, une démocratie, contrairement à une entreprise, une institution universitaire comme celle dans laquelle vous êtes, ou je sais pas quoi, une administration, c'est pas un endroit où le chef est un vrai chef qui impose sa volonté à une population qui n'en voudrait pas. Le chef est un faux chef qui se fait élire, donc qui a besoin d'être dans un rapport de séduction permanent avec les gens qui votent, et qui va, en fonction de ce qui est, entre guillemets, dans l'air du temps, prendre des positions qui peuvent parfaitement changer du tout au tout en l'espace de 24 heures. Pour ceux d'entre vous qui ont en mémoire l'histoire de la taxe carbone, parce que c'est un tout petit peu lié à ce que je vais vous raconter aujourd'hui,
Vous vous rappelez peut-être qu'au moment de la mise en place de la taxe carbone, nous sommes passés successivement, en l'espace d'une semaine, au moment où les gilets jaunes là, ont commencé à brailler contre le prix de l'essence, à juste titre pour partie, j'y reviendrai après, ils sont passés de « nous serons inflexibles sur la taxe carbone » à « on va remettre à plus tard » et à « on abandonne ». Tout ça en l'espace d'une semaine. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est emblématique du fonctionnement dans une démocratie. Je le redis, l'élu est au service de ses électeurs au moins autant qu'il leur demande de s'exécuter. Je dis bien au moins autant. Alors notre ami Tocqueville, qui avait passé la démocratie à la loupe, nous a dit, il y a maintenant 2 siècles, à cause de la façon dont le système est construit, par exemple, on considère que tout le monde est égal sur la ligne de départ, donc si les gens ne sont pas égaux sur la ligne d'arrivée, c'est qu'il y a eu une injustice quelque part, d'accord? C'est qu'il y a eu une injustice quelque part, puisqu'on était tous au même niveau sur la ligne de départ. Hein, machin, il a gagné plus que moi, c'est dégueulasse, il habite une plus belle maison, c'est dégueulasse, il a une plus grosse voiture, c'est dégueulasse. Tout ça, c'est parce que, encore une fois, comme on était sur la ligne de départ au même moment, et avec les mêmes droits, on se dit à l'arrivée, on doit être pareil. Donc, ce que Tocqueville dit, c'est la démocratie rendra les gens rouspéteurs, voilà, rendra les gens consuméristes, j'ai le droit, donc je le prends, rendra les gens court-termistes, rendra les gens individualistes, voilà, tout ça c'est écrit il y a exactement 2 siècles. Tocqueville écrit donc, la démocratie poussera à la consommation de masse. La consommation de masse pousse au changement climatique. Ah, merde. Comment je fais pour garder la démocratie sans consommation de masse? Pas simple. Puisqu'à partir du moment où vous avez le droit, comment est-ce qu'on fait pour vous enlever le droit? Tocqueville avait également dit qu'en démocratie, il y aura un truc qui sera un lieu de pouvoir absolument majeur, c'est les médias. Alors là-dedans, vous pouvez mettre les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Et que, soit dit en passant, ça sera le seul pouvoir sans contre-pouvoir en démocratie. La démocratie, alors c'est une variante de court-termiste, ce qui fera le buzz, c'est les petits machins superficiels, et effectivement, le rouge à lèvres de Kim Kardashian fait plus de vues sur YouTube qu'une conférence philosophique sur où allons-nous dans les 50 ans qui viennent. Du coup, ce que Tocqueville dit, c'est que la démocratie recèle en elle-même sa propre fragilité, qui est d'être incapable de gérer correctement les grands dangers de long terme. Et alors évidemment, comme vous êtes tous des gens qui ont été formés à la logique élémentaire, si la démocratie n'est pas capable d'accoucher du système qui permet de gérer le problème, la solution involontaire au problème se passera de la démocratie. C'est la contraposée. Oui ? Alors, à l'époque, la seule alternative que Tocqueville connaissait, c'était la monarchie, qui est une dictature patrimoniale, j'ai envie de dire, enfin de père en fils ou de mère en fils. Enfin, et effectivement, Tocqueville disait, par exemple, en monarchie, les gens sont fatalistes. Donc les gens se contentent de ce qu'ils ont et ils acceptent un système immuable. Et confère ce que je vous avais dit à un moment sur, quand je vous avais reconstitué dans le premier cours, je crois, le PIB sur 2 millénaires, pardon, je vous avais dit, tant qu'il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas de démocratie, parce que j'ai fait une petite blague en disant que ce n'était pas la peine de la promettre. Mais de fait, ce n'était pas la peine de la promettre, il n'y avait pas d'élection, parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Et ce que l'histoire nous enseigne, c'est que des systèmes sachant gérer, adaptés à un contexte stable, ou qui émergent plus exactement quand le contexte est stable, sont des systèmes qui sont significativement plus coercitifs que la démocratie. Parce qu'en démocratie, dès que vous promettez plus à l'un, vous ne savez pas promettre moins à l'autre. Or, dans un monde stable, c'est ce que vous devez faire. C'est très difficile d'enlever en démocratie. Vous voyez bien. Je vais vous enlever un peu de votre temps de retraite. Ah, pour 25 ans. Donc je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste, de fait, quand vous regardez, c'est tout ce qui consiste à enlever est quelque chose qui est extrêmement lent. Et c'est pour ça que les systèmes dans lesquels on a besoin d'enlever rapidement sont en général pas des démocraties. Une entreprise, c'est un système dans lequel vous avez besoin d'enlever rapidement, à un moment éventuellement, vous faites de plus mauvaises affaires, vous avez besoin malheureusement de licencier du monde, eh bien vous ne dites pas on va faire des élections pour savoir qui on licencie, etc. Non, vous prenez une décision et vous le faites. Je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou c'est mal, j'observe simplement que le système est adapté à une prise de décision plus rapide, parce que la décision plus rapide est nécessaire
quand vous avez affaire quand vous êtes devant la nécessité d'enlever quelque chose à court terme. Et c'est pareil, sur un bateau, vous avez un capitaine, il ne fait pas un référendum tous les 4 matins pour savoir si on affale la voile, on envoie la voile, on va à gauche, on va à droite, etc. Seul maître à bord après Dieu, vous vous rappelez de cette formule. Donc quand vous êtes dans un système dans lequel vous avez éventuellement besoin d'enlever quelque chose ou de prendre une mesure contraignante à court terme, l'histoire vous montre que c'est jamais des systèmes démocratiques. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste pour le plaisir de philosopher. Je suis en train de dire, on a une vraie question dont, à mon avis, on n'est pas du tout assez conscient dans le débat public, qui est la démocratie a du mal à faire accoucher d'économies parce que les économies, c'est des contraintes. C'est là que je voulais en venir. Sauf que si on ne sait pas gérer de nous-mêmes la contrainte, l'histoire nous enseigne qu'au moment où le contexte est ce qui nous pousse à la contrainte, à ce moment, je ne suis pas complètement sûr que ce système-là perdure d'une façon longue. Oui ? Alors ça dépend de l'entreprise, ça dépend de son histoire, c'est très vrai dans les sociétés financiarisées, quand vous êtes coté en bourse, c'est encore plus vrai quand vous avez un patron lardé de stock options qui ne pense qu'à partir dans les 5 ans qui viennent en se disant après je suis tranquille. C'est beaucoup moins vrai dans les petites sociétés patrimoniales. Par exemple, si vous prenez un vigneron, j'ai aussi une entreprise, si vous avez des copains à l'agro, fils de champenois ou filles de champenois, eh bien, c'est des gens qui peuvent très bien raisonner à 20-30 ans sans aucun problème. Donc ça dépend vraiment de la nature de l'entreprise. Vous avez plein d'entreprises patrimoniales dans lesquelles les exigences de rendement sur capitaux et les horizons de temps n'ont rien à voir avec effectivement les grandes sociétés cotées en bourse où là les horizons de temps sont devenus très courts. Ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire, je fais partie des gens qui, à titre personnel, considèrent qu'on devrait appuyer fortement sur la pédale de frein de ce côté-là. On devrait supprimer les comptes trimestriels, supprimer la cotation en continu, enfin tous ces trucs-là feraient énormément de bien, notamment à la résolution des problèmes de long terme. Voilà, je ne vais pas me faire des copains dans les cabinets d'audit si je dis ça. Enfin, comme j'y travaille pas, je m'en fiche. Mais très clairement, on aurait besoin de freiner fortement le système. Oui, ça c'est très clair. Dernier point, en ce qui concerne la démocratie, le bulletin de vote ne dépend pas de vos connaissances préalables. Je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou c'est mal, ça fait partie du cahier des charges. Donc on ne fait pas passer un test de connaissances avant de vous demander votre avis sur le programme d'un candidat. Donc un candidat qui dit je vais greffer un 3e bras à chacun, on ne fait pas passer un test de connaissances pour savoir si c'est faisable ou pas faisable, et s'il faut qu'il embauche Laurent Alexandre avant de voter pour lui. Vous votez avec ce que vous savez. Et donc, comme l'avait dit Tocqueville, il y a quelque chose d'absolument central en démocratie qui s'appelle les médias. Alors à nouveau, je vous propose quelques petits calculs d'ordre de grandeur, parce que, retenez bien ce que je vais vous dire aussi, vous allez toute votre vie vivre dans des mondes à l'information imparfaite. D'accord ? Une fois que vous allez sortir d'ici, vous vivrez dans un monde à l'information imparfaite. L'univers professionnel ou personnel dans lequel vous évoluerez vous demandera de discuter avec des gens qui ne seront jamais sur la même base de connaissances que vous. Et ou lui, ou elle, ou vous, aura de toute façon une partie des connaissances manquantes pour faire le tour du problème dont vous êtes en train de discuter. Alors, regardez les ordres de grandeur. À partir du moment, l'information, ce qu'on appelle à la source. Donc, en gros, vous allez venir en cours, ce dont je vous remercie, consciencieusement et religieusement m'écouter pendant 24 heures, ce qui est beaucoup plus que ce que font la majeure partie des gens dans ce pays pour s'acculturer à ce problème-là. Ça va concerner une population de quelques dizaines à quelques centaines de milliers de personnes dans le pays. Si je regarde la population que moi je vais toucher directement ma vie durant, ça va se balader aux alentours de 50 à 100 000 personnes. Et puis en face de ça, vous vous appelez le présentateur, vous vous appelez Boulot. Pardon? Alors Hanouna, il ne fait pas d'informations, enfin ou en tout cas pas les mêmes. Je pensais plutôt à Gilles Boulot ou au beau gosse de France 2, là dont j'ai oublié le nom à l'instant. À ce moment, vous allez avoir quelques millions de personnes en face de vous tous les soirs. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et en fait, en démocratie, un des sujets
centraux quand on pense que l'expertise est importante dans le débat public, c'est d'assurer le chemin qui va de en haut à gauche à en bas à droite. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que les gens qui sont des relais d'information essayent de relayer, pour en revenir à ce que j'avais dit au moment de l'énergie, ce qui est important et non pas ce qui est nouveau. Bon, et je peux vous assurer que c'est pas gagné tous les jours. Voilà, donc il faut faire attention au fait que ce qu'il y a dans le journal n'est pas nécessairement représentatif, je le répète, de ce qui est important dans le monde. Et que la manière dont la population va réagir à un problème donné se fait beaucoup plus au regard de ce qu'il y a dans le journal, ou qui circule sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'audience, c'est pareil, hein, qu'au regard des faits. Et s'il y a une discordance entre les deux, c'est la représentation médiatique des faits qui gagne. Ce n'est pas les faits. Alors évidemment, c'est un exercice qui est compliqué. Si je prends la vulgarisation de ce qu'on sait sur le changement climatique, la totalité de ce qui a été publié dans les revues scientifiques sur quelque chose qui a de près ou de loin un rapport avec le changement climatique induit par les hommes, c'est des centaines de milliers de pages de littérature scientifique. Quand j'en fais un rapport du GIEC, 2000 pages, que probablement, s'il y a d'une fois les doigts de la main d'élèves dans cette salle qui lisent une fraction significative du rapport du GIEC, ça sera un grand maximum. J'ai déjà opéré un taux de compression de quelques centaines, vous voyez, hein, entre toute la matière disponible et un rapport de 2000 pages. Si je passe au résumé pour décideurs, qu'une toute petite partie des décideurs vont lire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube, là où il y a un étudiant belge qui interpelle des politiques en Belgique, ça vaut mieux, et qui demande aux députés, je crois que c'est les députés qui sont là, qui d'entre vous a lu le dernier résumé pour décideurs du rapport 1.5 du GIEC? Il y a entre 0 et une main qui se lève, je crois. Oui, enfin, il y a une question de traduction. Normalement, ils savent tous lire l'anglais, ou à peu près. Surtout si c'est les... Ou bien ils sont français, et ils peuvent lire en français, ou bien ils sont flamands, et ils parlent tous anglais. Presque. Non, de toute façon, il y a un vrai... Même en France, hein, vous poseriez la même question aux députés français, vous auriez 3 mains qui se lèvent. Hein. Et pourtant... Vous êtes déjà passé, vous avez rajouté un taux de compression de 50 par rapport à l'information disponible, et quand vous en faites un article dans le journal, en gros, vous essayez de faire passer des centaines d'heures de cours en une demi-seconde. Donc vous avez aussi un énorme sujet lié au fait qu'une information courte est une information incomplète par construction. Bon, après, pour la petite histoire, je rappelle également qu'un média, c'est une entreprise humaine comme les autres. Comme les autres. Donc il n'y a ni plus ni moins de rigueur dans un média qu'il n'y en a ailleurs. Donc quand vous lisez un article dans le journal ou quand vous voyez un truc à la télé, vous ne savez pas pourquoi c'est ça plutôt qu'autre chose, parce qu'il y a plein de trucs importants dans le monde en permanence. Pourquoi est-ce qu'on a interviewé machin et pas bidule? Est-ce que dans ce qui a été dit, est-ce qu'on a retenu correctement ce qui a été dit? Alors je vais vous donner quelques exemples. Quand il y a un sujet, ce qu'on appelle un sujet, c'est la partie reportage dans un journal télévisé. Vous savez, dans un journal télévisé, n'importe quel sujet, là pour le coup, fait 1 minute 30 à 2 minutes. On vous parle, je sais pas quoi, tiens, pour prendre un exemple récent, des fraises bio sous serre. Bon. Le truc, c'est 2 minutes. On va interviewer 1 ou 2 personnes pendant ces 2 minutes que vous allez voir à l'écran 20 secondes. Est-ce que vous savez quel est le temps d'interview pour arriver à ces 20 secondes? En général, 1 demi-heure. Bon. Qui décide de ce qu'il va y avoir dans les 20 secondes en question? Pas la personne interviewée, ça je peux vous le dire. C'est le journaliste qui interviewe, ou la journaliste qui interviewe, qui décide de ce qu'il va y avoir dans les 20 secondes retenues. Donc, la personne qui est interviewée ne décide pas de ce qui lui semble le plus important si on ne retient que 20 secondes. C'est le journaliste qui décide. Vous ne le savez pas, ça. Hein? Et le présentateur ne vous le dira pas. Il ne vous dira pas avant chaque sujet. Et je vous rappelle que ce qui apparaît à l'écran, c'est le journaliste qui a décidé et on ne sait pas si la personne interviewée considère que c'est le plus important ou pas. Il ne dira pas. Voilà.
Bien évidemment, le système il est asservi, c'est-à-dire que au moment où les gens rentrent en fonction dans la presse, eh bien, ils ont un avis et ça va évidemment conditionner la façon dont ils vont traiter les sujets. Voilà, donc la raison pour laquelle j'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redis, le journal n'est jamais une source opposable. Je maintiens, le journal n'est jamais une source opposable. Donc le journal, ça vous sert à vous donner une première information. Si vous voulez mettre en avant cette information dans n'importe quel processus dans lequel vous avez besoin de quelque chose de fiable et vérifié, vous êtes obligé d'aller regarder par vous-même derrière. D'aller retrouver l'information à la source, de vérifier que cette information à la source elle-même est à peu près crédible, etc. Hein? Vous ne pouvez jamais prendre... Je vais vous le redire autrement, un journal, c'est la fin d'un téléphone arabe. Vous avez tous joué au téléphone arabe quand vous étiez petit? Bon. Qui dans la salle a déjà joué au téléphone arabe en étant petit et n'a jamais vu la moindre distorsion, jamais, jamais, entre le début de la chaîne et la fin? Ben voilà. Vous savez pourquoi il ne faut pas croire un journal. C'est la fin d'un téléphone arabe dont vous ne connaissez ni le nombre de maillons intermédiaires, ni la qualité de transmission entre chaque maillon. Voilà. Alors, pardon, maintenant je vais revenir un tout petit peu à la technique. Je vais revenir un peu à la technique. Et donc, avant de parler des économies d'énergie, je vais parler des économies de CO2 avec la capture et séquestration du CO2, qui est l'une des manières d'économiser de l'énergie. Donc là, je vous encore une fois un peu de segmentation. Ce graphique est juste là pour rappeler que dans les scénarisations qui sont faites sur la part économie d'énergie versus décarbonation de l'énergie dans les scénarios aujourd'hui bas carbone, en gros, c'est du 50-50. C'est-à-dire que dans les trajectoires qui sont faites en disant on va tenir les 2 degrés en baissant les émissions suffisamment, en gros, non pardon, c'est pas du 50-50, c'est plutôt du 30-70. C'est 30% sur les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, et c'est 70% sur renouvelables, CCS, nucléaire. En gros, c'est ça, hein, les scénarios qui sont faits. Alors, une première manière de décarboner de l'énergie, c'est tout bêtement de rester dans les énergies fossiles et de passer du charbon au gaz. Ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en l'occurrence, elles ne sont pas en CO2, elles sont en carbone. Il faudrait que je pense à changer ce graphique. Donc, en gros, c'est 4 fois moins. Mais peu importe, c'est la hiérarchie qui compte. Et vous voyez que quand on passe du gaz au charbon, en gros, on gagne un facteur 2 en ce qui concerne les émissions de combustion. Et donc, partout où j'ai du charbon, si je le remplace par du gaz, toute chose égale par ailleurs, je baisse les émissions de CO2. Soit dit en passant, il y a un exemple emblématique de pays qui a baissé ses émissions de CO2 sur les 10 dernières années en faisant ça, c'est... Non, pas l'Allemagne. Non. Le pays qui est pris comme l'emblème de l'anti-écologie dans le monde, les États-Unis. Les États-Unis ont très fortement baissé la consommation de charbon dans la production électrique, qu'ils ont remplacé pour l'essentiel par du gaz, et c'est dû au fait qu'avec l'essor du gaz de schiste aux États-Unis, le prix du gaz s'est effondré, et du coup, c'est devenu plus rentable pour les électriciens d'utiliser du gaz que du charbon. Donc ils sont passés du charbon au gaz. Et ça a contribué de manière significative à la baisse des émissions de CO2 des États-Unis sur les 10 dernières années. Alors cela étant, c'est quelque chose qui est... et en Europe, c'est la raison également pour laquelle les gaziers sont très allants sur l'idée d'avoir un prix du CO2, dont je vais vous parler dans pas longtemps aussi, parce que si vous mettez un prix du CO2 sur la production électrique, ça pénalise l'électricité au charbon, 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique, par rapport à l'électricité au gaz, 0,4 kg, 400 grammes de CO2 par kilowattheure électrique, et donc ça permet le basculement du charbon vers le gaz. Or, les gaziers, qui sont aussi les pétroliers, soit dit en passant, ils vendent du gaz, mais ils ne vendent pas de charbon.
Donc c'est la raison pour laquelle le patron de Total, par exemple, il y a 1 an et demi, a fait des grandes sorties dans la presse, parce que Total produit plus de gaz que de pétrole, hein, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Donc le patron de Total, qui vient de cette noble institution, soit dit en passant, a fait des grandes sorties dans la presse en disant « il faut un prix du CO2 sur la production électrique ». Et il a même très justement dit il faut que ce soit 30 € la tonne, parce que 30 € la tonne, c'est le prix qui fait basculer économiquement du charbon vers le gaz. Et c'est effectivement un moyen de diviser les émissions de la production électrique par 3, si elle est faite au charbon initialement. Ça reste fossile, mais c'est un moyen de décarboner l'énergie. Alors c'est un moyen, sauf que, pas de chance, les grosses réserves de carbone sont du côté des trucs très carbonés. Voilà, donc c'est une marge de manœuvre, on peut s'en servir, c'est pas idiot, transitoirement, définitivement, évidemment, non. Après, on peut séquestrer le CO2. Alors séquestrer le CO2, ça veut dire le capturer là où il est émis, capturer séquestration, et ensuite le stocker dans un endroit d'où il ne sortira plus, ou du moins plus avant que les hommes meurent, et après il fait ce qu'il veut. Alors dans les endroits où on pense stocker ce CO2, vous en avez sous terre et sous l'océan. Sous l'océan, l'idée c'est de le mettre sous forme supercritique et de le stocker, de faire des lacs de CO2 au fond de l'océan. Alors ça c'est quand même une idée que maintenant beaucoup de gens ont abandonnée, donc on oublie. Et par contre, les endroits où on pense pouvoir en mettre sous terre, c'est soit des réservoirs d'hydrocarbures épuisés, soit des réservoirs d'hydrocarbures épuisés. Donc il y avait des roches poreuses, dedans il y avait du pétrole ou du gaz, il n'y a plus le pétrole ou le gaz, donc il y a de la place, et à cette place vous mettez du CO2. Alors c'est d'autant plus intéressant de mettre du CO2 là-dedans que, en plus, ça vous permet de lessiver le pétrole qui y reste. Donc aux États-Unis, vous avez depuis très longtemps un réseau de gazoducs en surface qui transporte du CO2, qui sert aux pétroliers. Le CO2 est un produit commercial aux États-Unis, qui sert aux pétroliers à lessiver les réservoirs de pétrole pour faire mieux sortir le pétrole. D'accord ? Alors évidemment, vous stockez du CO2, mais dans le même temps, vous faites ressortir des combustibles fossiles qui vont réémettre du CO2. Donc, mais par contre, si vous voulez juste mettre du CO2 sans faire ressortir du pétrole, vous pouvez dans les réservoirs d'hydrocarbures épuisés. Vous pouvez également dans les aquifères salins profonds. Sous terre, il y a en général de l'eau un peu partout. Et donc, quand vous avez un aquifère, typiquement du sable imprégné d'eau, eh bien, c'est des endroits où vous pouvez aussi injecter du CO2. Vous pouvez également injecter du CO2 dans les coulées basaltiques. Enfin voilà, vous avez un certain nombre d'endroits où vous pouvez mettre du CO2. C'était quoi la question ? Vous avez mentionné que la seule solution, c'est de stocker le CO2. Il n'y a aucun moyen de le transformer, de l'utiliser. Bien sûr que si, on peut le transformer et le réutiliser, mais à ce moment, il faut casser l'énergie de liaison CO, et donc vous avez besoin de plus d'énergie pour casser l'énergie de liaison que ce que vous allez récupérer derrière. Donc vous pouvez refaire du carbone et de l'oxygène, vous pouvez très bien. Mais pour ça, il vous faut de l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir une réaction exothermique de transformation du CO2. Ça, c'est interdit. Vous pouvez... la création du CO2 est exothermique, et une fois que vous avez créé votre CO2, il est stable. Et au pire, par exemple, c'est l'énergie alternative qui produit trop d'énergie par rapport à la demande, c'est pas moyen de l'utiliser par exemple. Si, alors il y a des gens qui proposent de faire de la méthanation, c'est-à-dire de récupérer le carbone du CO2, de mélanger ça avec de l'hydrogène qu'on a par ailleurs récupéré en électrolysant, etc. Alors les rendements de ce genre de trucs sont de l'ordre de 20%, donc ils sont, enfin je veux dire, vous êtes totalement... Par rapport à, on en parlera au moment des énergies décarbonées, mais l'idée de stocker l'électricité de cette façon, par rapport au fait d'avoir des centrales nucléaires pilotables, c'est beaucoup moins cher d'avoir du nucléaire pilotable. Donc si vous n'êtes pas contre le nucléaire, en fait les dispositifs imaginés pour faire ce genre de truc le sont par des gens qui ne veulent pas de nucléaire en général. Donc par exemple les gaziers, qui sont très contents parce que comme ça on peut continuer à utiliser leur réseau, ou par exemple les gens qui sont férocement contre le nucléaire et qui veulent tout sauf du nucléaire. Mais si vous voulez bien du nucléaire, en fait le plus pratique et de très loin, puisqu'en plus c'est ce qui marche déjà, donc vous n'avez pas besoin de faire des plans sur la comète, c'est d'utiliser du nucléaire et de faire des systèmes pilotables, ce qu'on sait faire en France. Oui. Je vais y venir après.
En fait, la séquestration prend assez peu d'énergie parce qu'une fois que le CO2 est sous forme supercritique, le poids de la colonne de CO2 est à peu près suffisant pour assurer l'injection du CO2 dans la couche. La grosse consommation d'énergie associée à ça, c'est la capture. Parce que la capture, elle est faite... je ne sais pas si j'ai un commentaire... voilà. Ce que vous faites, en gros, pour être sûr, ce que vous voulez, c'est injecter que le CO2. Si vous faites de la combustion à l'air, dans la fumée, vous avez plein d'azote et vous n'avez aucune envie de mettre l'azote sous terre. L'azote ne vous emmerde pas, vous n'avez jamais rien fait. Donc, voilà. Donc ce que vous faites à ce moment, c'est que vous faites passer les fumées. D'abord, les fumées, vous devez les épurer pour qu'il ne reste pas une poussière, pas de suie, etc. Ensuite, une fois que votre fumée est épurée, vous la faites passer sur un lit d'amines, qui sont des molécules qui vont vous absorber le CO2 de façon sélective. Donc en gros, votre fumée passe à travers un bain d'amines, le CO2 est absorbé, l'azote s'en va, et vous allez chauffer votre bain d'amines derrière pour désorber le CO2, et à ce moment, vous allez désorber que du CO2, donc vous récupérez du CO2 pur, que vous allez comprimer, acheminer jusqu'au point d'injection et injecter sous forme supercritique. La grosse consommation d'énergie du processus, c'est réchauffer les amines. C'est ça la grosse consommation d'énergie du processus. L'injection elle-même, de mémoire, c'est quelques pourcents de l'énergie de départ. Par contre, la capture du CO2, c'est 20 à 30% de l'énergie de départ. Donc là, vous avez une grosse pénalité énergétique à ce moment-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette... Attends, je ne sais pas si je l'ai après... Non. Alors pardon, j'y reviendrai après parce que c'est sur le slide suivant. Là, ce que je finis par dire, c'est que donc il y a, on capture, et après il faut acheminer jusqu'à un point d'injection. Alors si vous avez une centrale qui est construite sur un bassin sédimentaire, typiquement en mer du Nord, vous pouvez injecter pas loin de la centrale. Si votre centrale elle est construite sur un massif granitique, eh bien un aquifère salin, vous allez avoir un peu de mal à en trouver un, et donc ça veut dire qu'il va falloir transporter le CO2 dans des tuyaux. Et donc, ça veut dire qu'il faut, 1, les construire, 2, accepter ces infrastructures en surface. Enfin voilà, donc vous avez un sujet qui est aussi un sujet d'infrastructure de transport. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... oui. Ah, parce que le CO2, il a cette particularité thermodynamique, il devient supercritique quand il est à haute température, à haute pression. Et c'est un état intermédiaire entre le gaz et le liquide. Voilà, c'est une particularité thermodynamique qu'il a. Et à ce moment, soit dit en passant, il est très peu visqueux et il est dense comme un fluide. Donc vous en injectez des plus grandes quantités que s'il était gazeux, évidemment. Oui. C'est plus compliqué de mettre du bois dans une roche que de mettre un truc qui est liquide. Faire rentrer du bois dans les... Un réservoir de pétrole, hein, encore une fois, c'est de la craie ou du grès ou du sable. Hein. Donc vous voyez, faire rentrer une bûche dans un morceau de grès, c'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas très simple. C'est plus simple de faire rentrer du liquide. Cela étant, blague à part, du coup, vous comprenez aussi que ça rentre pas si vite que ça. Donc ça veut dire que pour injecter des très très grandes quantités de CO2 dans le sol, il faut multiplier, un peu comme les puits de gaz de schiste aux États-Unis, sauf que ça va dans l'autre sens, il faut multiplier les puits d'injection, parce que par puits d'injection, vous n'avez pas un débit extrêmement élevé. Oui ? Oui, à BECCS. Ben, BECCS, c'est ça. Et ce qui fait fonctionner la centrale électrique là, c'est de la biomasse. Voilà, c'est ça. C'est juste, c'est une variante de ça, mais avec de la biomasse au lieu que ça fonctionne avec du gaz ou du charbon. Voilà. Si vous faites fonctionner avec du gaz et du charbon, vous êtes en circuit fermé. Ça sort de là, ça va là, ça retourne là. Si vous faites fonctionner avec de la biomasse, vous êtes en circuit d'injection, ça vient de là, ça va dans la biomasse, ça va là, et ça passe sous le sol. D'accord? Donc le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas le même. Ne sont pas les mêmes, pardon. Voilà, oui, donc pour en venir à la question du rendement, en fait, la grosse limitation de la capture, c'est la pénalité énergétique. Alors,
Imaginons que vous ayez une centrale électrique. Aujourd'hui, elle est dimensionnée pour fournir une certaine quantité d'électricité. Vous appliquez de la capture et séquestration. Du coup, 30% du charbon ou du gaz que vous enfournez dans votre centrale sert à autre chose. Du coup, votre rendement électrique baisse de 30%. Vous avez 30% d'électricité en moins à l'arrivée. Question, comment est-ce que vous gérez 30% d'économie d'électricité imposée? Et la vraie limitation de la capture et séquestration, elle est là. Elle n'est pas dans le fait qu'il faut payer 60 € la tonne de CO2 pour que ce soit rentable pour l'électricien. Le vrai sujet, c'est qu'à l'aval, vous avez moins d'électricité, donc vous avez moins de machines qui fonctionnent, donc vous avez un problème économique. Il est là le vrai sujet. Alors vous pouvez dire, bon bah c'est parfait, on renverse le problème et on augmente la puissance de la centrale de 40%. Alors on peut le faire, sauf que si c'est une centrale à charbon, il faut augmenter la taille du bagueur qu'on a vu tout à l'heure de 40%, il faut augmenter le convoyeur qui va jusqu'à la centrale de 40%, il faut augmenter les brûleurs, il faut augmenter la capacité des brûleurs de 40%, il faut augmenter l'évacuation des cendres de 40%, et la grosse centrale tout à l'heure, elle fait 10 000 tonnes de cendres par jour, etc., etc. Et donc en fait, vous avez des gros problèmes logistiques sur votre centrale que vous ne savez pas résoudre à bref délai. Donc la limitation de la capture et séquestration sur la production électrique, c'est pas que ça coûte cher. En fait, que ça coûte cher, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez une perte physique qu'aujourd'hui, on ne sait pas gérer. Il est là le problème. C'est la pénalité énergétique qui pose un problème. Voilà, donc à cause de ça, ce que je viens de dire, c'est pas commode de faire un rétrofit sur les centrales existantes, et bien évidemment, c'est un dispositif qui ne peut s'utiliser que sur les sources concentrées. Alors les sources concentrées, ça fait quand même un paquet de sources. Hein. Dans le diagramme que je vous avais montré sur les émissions de gaz à effet de serre, vous vous rappelez par exemple, 20% des émissions mondiales, c'est les centrales à charbon, ça serait éligible, 6% les cimenteries, ça serait éligible, 7% les centrales à gaz et à pétrole, ça serait éligible. Voilà, donc vous avez en gros 40%, on va dire, des émissions mondiales qui seraient éligibles. Hein, mais c'est 40%, c'est pas 100%. Voilà, mais je le redis, alors, et par ailleurs, comme ça a un coût et que ça a des conséquences très importantes à la fois à l'amont et à l'aval, aucun électricien ne fera jamais rien dans les bons ordres de grandeur si on ne lui en colle pas l'obligation. Donc la CCS, c'est quelque chose qui ne se développera jamais de manière significative s'il n'y a pas, par voie réglementaire, l'obligation de le faire. Hein, si ce n'est pas obligatoire, quelles qu'en soient les conséquences, ça ne se fera pas. L'obligation peut pas envisager une forte incitation par un coût supérieur associé. Alors ça revient à une obligation. Je finirai ce cours en expliquant qu'en fait, une manière de matérialiser la contrainte, ça peut arriver soit par un prix, soit par une réglementation. Et en fait, la réglementation vous matérialise un coût d'ajustement. Donc c'est une forme de prix, mais un peu différent. Vous verrez la différence à la fin. Donc on peut décarboner avec la CCS et encore une fois décarboner avec les autres marges de manœuvre sur la production électrique, on en parlera la prochaine fois. Après, on peut faire de l'efficacité à l'autre bout de la chaîne. Et je vais vous donner quelques exemples. On peut parfaitement, aujourd'hui, construire un bâtiment neuf qui soit extrêmement performant. Pas nécessairement n'importe où. Parce que par exemple, pour qu'il soit performant, il faut correctement l'orienter par rapport au soleil. Si la parcelle où vous construisez fait que l'orientation du logement que vous allez construire, vous ne pouvez pas mettre la face sud au sud, etc., parce que vous avez, la parcelle est ainsi disposée que vous ne pouvez pas vous y prendre comme ça, vous ne pouvez pas nécessairement bénéficier de tous les apports thermiques et donc avoir un truc aussi efficace que ça devrait être. Mais techniquement, j'ai envie de dire, dans de bonnes conditions, c'est pas très difficile de faire ça. Ici, vous avez par exemple vous avez une maison passive en Suède. Passive, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispositif de chauffage, et on est en Suède où il fait raisonnablement froid l'hiver, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Alors en fait, ça fait longtemps qu'on améliore l'efficacité des bâtiments. Notamment à la suite du choc pétrolier, on a commencé à faire ça en France. Donc ici, vous avez par exemple un logement qui date d'il y a quelques dizaines d'années. Quand il avait un chauffage central, il consomme plus de 200 kWh par mètre carré par an pour assurer son chauffage. Après, on a fait des logements qui étaient plus efficaces. Et puis, soit dit en passant, quand on fait des logements collectifs, ce qui est le cas quand on urbanise,
eh bien, intrinsèquement, c'est plus efficace. Et on est descendu à quelques dizaines de kilowattheures par mètre carré par an, avant même de parler de la réglementation actuelle. Donc vous voyez qu'on fait déjà des choses plus efficaces et on pourrait se dire, du coup, on va faire des économies. Mais, il se trouve que dans le même temps, eh bien, on a eu... D'abord, il y a un certain nombre de bâtiments qui n'étaient pas chauffés, donc la performance intrinsèque, elle n'avait pas de sens, puisqu'il n'y avait pas de chauffage. Si on leur donne un chauffage à ces bâtiments existants, on va augmenter la consommation d'énergie. Ensuite, on a augmenté la surface habitable par personne. La surface habitable par personne est aujourd'hui de quasiment 40 mètres carrés. Avant les chocs pétroliers, elle était de 25, enfin 23. Ensuite, on a augmenté le taux d'équipement en tout un tas de trucs, c'est-à-dire que dans la maison de votre grand-mère quand elle avait votre âge, ou de votre grand-père quand il avait votre âge, il n'y avait pas tout l'équipement électroménager que vous trouvez aujourd'hui dans votre logement à vous. Ensuite, on a évidemment augmenté la quantité de logements, ce qui fait que la quantité d'énergie totale qu'on utilise dans le bâtiment est restée à peu près constante. Et la quantité d'énergie fossile qu'on utilise dans le bâtiment n'a pas considérablement diminué, elle a changé de nature. Vous avez moins de charbon, on utilisait plus de charbon il y a quelques dizaines d'années, moins de fuel, plus de gaz et plus d'électricité. Et globalement, on utilise à peu près la même quantité d'énergie aujourd'hui dans le bâtiment que c'était le cas il y a quelques dizaines d'années. Par ailleurs, il y a une chose qu'il faut se sortir de la tête. Souvent, on entend dire que le neuf remplace de l'ancien. C'est pas vrai. Le neuf se rajoute à l'ancien. Hein. En France, on construit chaque année quelques centaines de milliers de logements. On a un parc existant qui est de 30 millions de résidences principales. Donc, vous voyez, on pourrait se dire, bon, bah, c'est 1% qu'on remplace chaque année. En fait, non, c'est 1% qu'on rajoute chaque année, ce qui correspond, soit dit en passant, à l'accroissement naturel de la population et au divorce. Et le vrai taux de renouvellement, c'est plutôt de l'ordre de 1 pour 1000. Hein. Donc on ne peut pas compter sur la rotation naturelle du parc en se disant, eh bien, l'efficacité dans la construction neuve fera le job sur le parc existant, il suffit d'attendre. Hein. En fait, il y a très peu de renouvellement du parc existant. Sur les voitures, c'est pareil. On a fait des progrès considérables sur une voiture donnée. Là, vous voyez la voiture, enfin c'est presque la voiture dans laquelle j'ai appris à conduire. Et ici, vous voyez la petite voiture, on va dire, de la société moderne. Alors, si vous regardez la quantité de carburant consommé par litre de cylindrée, on a fait d'énormes progrès. Si vous regardez la quantité de carburant par kilomètre-heure de vitesse maximale, on a fait d'énormes progrès. Si vous regardez la quantité de carburant consommée par unité de puissance du moteur, on a fait d'énormes progrès. Et enfin, si vous regardez la quantité de carburant consommée par kilo de masse, on a aussi fait d'énormes progrès. Sauf que l'engin à gauche consommait 5 litres au 100 et l'engin à droite consomme 5 litres au 100. Donc en fait, ce qu'on a fait avec les voitures, c'est pas d'économiser sur une voiture, c'est d'augmenter la performance à consommation constante. C'est ça qu'on a fait sur les voitures. De même que sur les bâtiments, puisqu'on a à peu près la même quantité d'énergie consommée, pas tout à fait pour la même population, mais presque en ordre de grandeur, on a augmenté l'espace habitable et la quantité d'équipement du logement à consommation constante. Hein. Ce que laisser à elle-même, et je vais généraliser ça, l'efficacité énergétique nous offre, en général, c'est un accroissement des performances à consommation constante, voire à consommation croissante. Parce que nous sommes en démocratie et qu'on a le droit d'acheter ce qu'on veut. Oui. Ici, c'est 4,5 et 6 litres de la même chose. Oui, oui. En l'occurrence, à gauche, c'était de l'essence, à droite, c'est plutôt du diesel, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même ordre de grandeur. Si on avait vraiment appliqué les multiples que vous avez là, on aurait toujours des 2 chevaux aujourd'hui. Donc les voitures que vous auriez plafonneraient à 90 km/h, feraient 500 kg et effectivement elles consommeraient 2 litres. Mais c'est pas du tout ça qu'on a fait. C'est pas du tout ça qu'on a fait. Dans le même temps, le parc de véhicules dans le monde augmente fortement et du coup,
Là, vous l'avez pour le monde dans son ensemble. La quantité de carburant que nous utilisons dans le monde a tendance à augmenter pour le moment. Donc, la question de savoir si on fait des économies est une question intéressante. Et pour le moment, en fait, la réponse dans le monde, c'est non, on ne fait pas d'économies. Sauf quand on y est obligé. Donc, en Europe, on a déjà commencé à devenir un tout petit peu des pauvres du pétrole. C'est-à-dire des économies forcées. Vous avez ici, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le reprojette, l'approvisionnement européen en pétrole depuis 1965. Et ce que vous voyez, c'est que depuis 2006, on a perdu quasiment 14% d'approvisionnement pétrolier. Alors ça se fait en 2 temps. Hein. Ça, c'est jusqu'en 2013-2014. Là, vous avez l'approvisionnement en pétrole de schiste et le très fort. Là, en gros, le prix du pétrole étant très fortement remonté à partir de 2008. Vous avez à la fois le pétrole de schiste qui se met à produire de manière importante parce que les prix du pétrole sont élevés. Tout un tas de projets, notamment dans la mer du Nord, qui consistent à mieux racler les réservoirs, qui sont mis en œuvre. Et donc l'approvisionnement domestique se remet à légèrement croître. L'approvisionnement mondial se remet à légèrement croître. Et du coup, l'Europe repart légèrement à la hausse. Mais comme je vous l'ai dit au moment du cours sur le pétrole, ça ne va pas durer éternellement. Et du coup, ce que vous voyez ici, c'est la quantité de carburant que nous utilisons en France. Et vous voyez qu'en fait, on est passé par un maximum au début des années 2000, et depuis, c'est raisonnablement stable, en très très léger déclin, mais en gros, c'est raisonnablement stable. Donc en fait, la quantité de carburant qu'on consomme en Europe, et en France en particulier, a déjà commencé à se tasser. Mais là, ça se fait, j'ai envie de dire, sous la contrainte. Hein, c'est pas de l'efficacité, c'est pas de la sobriété, c'est une forme de pauvreté parce que on ne peut plus. Bon, ça je vais le passer parce que ça. Et ceci allant avec cela, vous avez ici le trafic marchandises, donc la quantité de marchandises chargées dans les camions, dont vous voyez qu'elle est passée par un maximum en 2007. Je vous avais, je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois, mais sinon j'aurais pu vous le montrer aussi. La production industrielle européenne, c'est pareil, est passée par un maximum en 2007. La construction en Europe est passée par un maximum en 2007. Donc en Europe, on a commencé à faire des économies obligées, ça s'appelle de la pauvreté, et à cause de ce que raconte mon équation de Kaya, c'est déjà en train de s'appliquer au flux physique de la production, et du coup à la contrepartie monétaire de ces flux physiques. Alors voilà un autre exemple, toujours dans les économies d'énergie. Ici, vous avez le frigo de l'américain et de l'américaine en 1950. Ça consomme quelques centaines de kilowattheures par an et ça possède 100 litres de capacité. Ici, vous avez le frigo que vous trouvez chez un revendeur que je ne nommerai pas aujourd'hui. Ça consomme toujours quelques centaines de kilowattheures par an, un peu moins en l'occurrence. Par contre, la capacité a été triplée et un tiers de cette capacité est à moins 18. Alors qu'à l'époque, c'était entre 5 et 10 degrés. Donc voilà, donc à nouveau, on a fait énormément d'économies. Si on regarde un frigo. Voilà mon premier ordinateur dont je vous avais parlé au moment du cours sur le changement climatique, donc l'ENIAC. Voilà, il a un peu moins de 20 000 tubes à vide, il a un poids confortable, vous voyez, il pèse quelques dizaines de tonnes, et il consomme 100 kW d'électricité. C'est un très très gros radiateur. Voilà l'ordinateur dont je suis en train de me servir. Il fait 2 kg, un peu plus de 2 kg. Il a des dizaines de millions de transistors et il consomme 20 watts. Donc, que vous regardiez par unité de poids, par unité logique, etc., on a gagné un facteur absolument hallucinant en ce qui concerne l'efficacité d'un ordinateur. Cet ordinateur est plus puissant qu'un supercalculateur des années 70, lui là, qu'on utilisait pour aller sur la Lune. Mais dans le même temps, les gens se sont un tout petit peu équipés, vous voyez, en tout et n'importe quoi, donc en frigo, en ordinateur, en machin, en lampe, en... Et quand vous regardez la quantité d'électricité utilisée dans les bâtiments en France, eh bien voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. L'essentiel de cette augmentation, ce n'est pas du chauffage,
c'est tout le reste. C'est tous les appareils électriques que vous trouvez aujourd'hui dans les logements. Hein. Chacun d'entre eux étant considérablement plus efficace que celui qu'on avait il y a 30 ans, quand il existait. Donc chacun d'entre eux est considérablement plus efficace. Il n'empêche que vous voyez que ce n'est absolument pas des économies en valeur absolue qu'on a faites. Si je regarde à l'échelle de la planète, vous avez ici la quantité d'électricité qui est utilisée, donc produite sur Terre depuis 1945. Alors vous voyez, en 1945, est-ce que vous savez quelle est la production électrique de la France actuellement? Si vous aviez été attentif avec un calcul d'ordre de grandeur, vous me le retrouveriez. Très bien. 550 TWh. La production électrique actuelle de la France, c'est 550 TWh, 550 milliards de kilowattheures. La production électrique mondiale, en 1945, vous voyez, c'était un peu plus de 600. Donc retenez qu'en ordre de grandeur, la Terre entière utilisait autant d'électricité que la France en produit, aujourd'hui, en 1945. L'électricité pour tous, c'est la marque de la deuxième moitié du XXe siècle. Même la première moitié du XXe siècle ne connaissait pas ça. Hein, il commençait à y avoir de l'électricité dans les maisons bourgeoises et dans quelques endroits, mais voilà, et pour faire avancer quelques métros. Mais l'électricité pour tous, à cette époque, ça n'existait pas. Si on fait un zoom plus récent, voilà à quoi ressemble la quantité d'électricité utilisée dans le monde sur les 30 dernières années, en gros. Ce que vous voyez, c'est qu'une bonne partie de l'incrément, pas tout, hein, la zone OCDE a augmenté sa consommation, etc. Mais là, vous voyez l'essor de la Chine, qui est absolument spectaculaire en ce qui concerne l'électricité, et le reste des émergents que vous voyez là également. Et l'électricité, c'est une énergie finale qui est particulièrement difficile à faire baisser par unité de PIB. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai pas encore regardé dans le détail, mais vous avez ici une courbe qui vous donne la quantité d'électricité qui est utilisée dans le monde, donc c'est une moyenne mondiale, par dollar de valeur ajoutée, donc par dollar de PIB. Eh bien, ce que vous constatez, c'est que sur la durée de cette série, c'est-à-dire sur un peu plus de 30 ans, cette valeur est aux oscillations près rigoureusement constante. Il n'y a strictement aucun gain d'efficacité électrique par dollar de PIB sur les 30 dernières années. Donc la conclusion de ce petit passage sur les appareils, c'est qu'il faut faire très attention, quand on parle économie d'énergie, à ne pas confondre deux choses qu'on confond en permanence, qui sont l'efficacité unitaire, c'est-à-dire combien je gagne par appareil ou par usage, et l'efficacité globale, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de faire baisser globalement ma consommation d'énergie rien qu'avec cette efficacité. Et ce que vous voyez, c'est que sur la même durée, et en fait depuis qu'on fait des séries statistiques, on a en permanence, en même temps, une efficacité qui s'améliore un peu, dans le même temps qu'une quantité globale utilisée augmente. Or, si vous vous placez du point de vue soit de l'atmosphère, soit des stocks de combustibles fossiles, ce qui compte, ce n'est pas la consommation par appareil, c'est la totalité soit de ce que vous tapez dans le stock, soit de ce que vous mettez dans l'atmosphère. L'atmosphère se contrefiche de nos émissions par aspirateur, ou de nos émissions par voiture, plus exactement. Ça ne l'intéresse pas, l'atmosphère. Elle, ce qu'elle voit, c'est la quantité totale de CO2 qui arrive. De même qu'un réservoir de pétrole, la consommation par voiture ou la consommation par chaudière, il s'en fiche. Ce qu'il voit, c'est la quantité totale qu'on va prendre dans le réservoir. Hein. Donc, ce qui doit être baissé, si on parle économie, c'est soit les émissions totales, si on parle du climat, soit la consommation totale de combustibles fossiles, si on parle d'énergie. C'est bien ça qui doit être baissé. Et le grand drame de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'à quelques exceptions près, tout ce qu'on a fait en efficacité unitaire a toujours été plus que compensé par une augmentation des usages. Toujours, tout le temps.
Dit autrement, compter juste sur les ingénieurs en ne réglementant pas les usages est quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Comme ça. Marche pas. Alors ce qui marche, c'est de coller des contraintes. Et c'est de ça dont on va parler à partir de maintenant. Vous avez ici les émissions de CO2 de la France, que je vous avais déjà montré, mais que je vais vous remontrer avec une autre lecture au regard de ce que je viens de vous dire. Vous les avez discriminées dans un certain nombre de secteurs. Donc là, vous voyez, on est pendant les 30 glorieuses, jusqu'à la fin, jusqu'au choc pétrolier. Tout augmente, parce que en fait, l'économie croît fortement, parce qu'on a de plus en plus d'énergie à disposition, et donc les émissions de CO2 qui vont derrière augmentent partout. Et puis, en 1973, on a tout d'un coup un énorme signal prix qui arrive sur le pétrole. Alors à ce moment, vous voyez deux secteurs qui vont réagir très rapidement. Le premier secteur qui réagit très rapidement, c'est l'industrie. Vous voyez, l'industrie avait des émissions qui croissaient. Immédiatement, ces émissions se mettent à décroître. Je l'avais déjà dit dans un cours précédent, mais je le redis, dans les industries et plus généralement dans le monde économique, vous avez une rationalité à l'œuvre qui est beaucoup plus élevée que dans les ménages. Votre comportement en tant qu'individu chez vous est un comportement qui n'est pas un comportement avant tout dicté par des calculs économiques. Ce n'est pas avant tout dicté par ça. Quand vous êtes au travail, c'est différent. Là, l'indicateur économique est un indicateur beaucoup plus cardinal dans j'ai envie de dire, les signaux et le pilotage de votre activité. Donc là, les gens commencent à faire des calculs, se disent « Oh, le pétrole, ça vaut cher, il y a des tas de trucs qui valent moins cher, et puis il y a des tas d'économies qui sont rentables, et puis etc. » Donc, crac, on se met à économiser. Puis au moment où arrive le deuxième choc, on en rajoute une couche. Après, vous voyez qu'il y a un autre secteur dans lequel la décrue va arriver très vite après le deuxième choc, c'est le secteur industrie de l'énergie. Alors, industrie de l'énergie, c'est deux trucs là-dedans, c'est les raffineries et les centrales électriques. Les raffineries, si on commence à utiliser moins de pétrole, ont moins à raffiner, du coup elles émettent moins, pas très compliqué à comprendre. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est la mise en route du programme nucléaire français, qui avait commencé à toute petite vitesse avant, et là, auquel on donne un énorme coup d'accélérateur, et ça vous fait très fortement baisser les émissions de la production électrique. Après, vous avez un troisième secteur dont vous voyez qu'il réagit un peu, c'est les chaudières de bâtiments. Et là, c'est pareil, on était en train de mettre des chaudières à fioul partout, arrive le choc pétrolier, on arrête de mettre des chaudières à fioul partout, et on se met à mettre des radiateurs électriques partout et des chaudières à gaz partout. Et là, vous voyez que, crac, ça permet également de faire baisser les émissions. Il y a un secteur dont vous voyez qu'il passe à travers ces deux chocs, et ça lui fait à peu près ni chaud ni froid, c'est les transports. Et en fait, la raison pour laquelle les transports passent à travers cette évolution sans que ça fasse ni chaud ni froid, c'est que dans les transports, vous avez essentiellement des individus, c'est-à-dire vous, au volant de votre voiture, et à ce moment, votre rationalité économique n'est pas suffisante pour que vous fassiez des tas de calculs savants en vous disant « j'achète pas la voiture et je vais plutôt aller à pied, en vélo, ça me coûtera moins cher, et prendre le train l'été ». C'est pas du tout comme ça que vous raisonnez, et donc de fait, ce prix-là, l'augmentation de prix, n'est pas suffisante, surtout qu'elle a été transitoire, pour casser la dynamique d'accès à la voiture, surtout en période d'urbanisation croissante et d'augmentation des couronnes périurbaines. Il faudra attendre la contrainte physique sur l'approvisionnement européen et français pour que du côté des automobilistes et des camionneurs, on commence à entendre raison. Donc vous voyez, vous avez deux contraintes qui ont été à l'œuvre dans ce graphique et qui, elles, ont engendré des économies, en l'occurrence de CO2 en valeur absolue, un signal prix et une réglementation qui a commencé à être un peu significative. Par exemple, à ce moment-là, on applique une réglementation thermique aux bâtiments qui sont construits. On a des programmes d'économie d'énergie qui se mettent en route, etc. Et puis, ici, la contrainte physique qui fait qu'il n'y en a plus assez pour que ça continue à augmenter. Donc à ce moment, ça ne peut pas augmenter. Alors sur les transports, vous voyez ici qu'on a l'impression que ça passe totalement à travers. Alors en fait, si on regarde avec une loupe un indicateur plus précis, on se rend compte que ça passe pas complètement à travers, mais c'est sur une durée trop courte pour que ça puisse avoir un effet.
Vous avez ici le prix du pétrole, exprimé en dollars constants, ce que je vous avais déjà montré sur un autre graphique. Alors ma série ne va pas jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessaire pour ce que je vais vous expliquer. Et ici, vous avez dans les pays de l'OCDE la consommation au 100 km des véhicules neufs vendus dans l'année. Donc quand ça baisse, c'est que ça veut dire que année après année, les véhicules qu'on a vendus consomment un peu moins que ceux de l'année précédente. C'est ça que ça veut dire. Quand ça ne baisse pas, ça veut dire que année après année, les véhicules qu'on a vendus consomment autant que ceux qu'on a vendus l'année précédente. C'est simple. De 1979 à 1985, nous sommes en période de prix du pétrole, enfin de prix des carburants très élevé. Parce qu'en fait, les pouvoirs politiques, à ce moment-là, les prix sont encadrés. Ils mettent quelques années à rattraper la hausse du prix du baril, ils ne font pas ça en un seul coup. Et donc, ils ont des prix des carburants qui sont élevés, voire croissants. Eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là, entre 79 et 85, dans tous les pays de l'OCDE, les consommateurs achètent année après année, quand ils achètent une voiture neuve, elle consomme en moyenne un peu moins que ce qu'elle consommait l'année précédente. Et au moment où arrive le contre-choc, c'est-à-dire de nouveau la stabilisation du pétrole à un prix relativement bas, tous les consommateurs s'arrêtent d'être vertueux, quel que soit le pays concerné. Donc ce que vous voyez là, c'est une autre traduction de ce qu'on appelle le signal prix. À partir du moment où on colle une contrainte, et monter le prix des carburants c'est une contrainte, eh bien la consommation réagit. Et là, en l'occurrence, la façon dont ça réagit, c'est que les consommateurs achètent des véhicules qui consomment un peu moins. En 1974, je finis, le parc de voitures en France est la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. La moitié. Donc vous avez beaucoup moins, la différence avec ce qu'on devrait faire aujourd'hui, ou ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup moins de gens qui habitent dans des couronnes périurbaines et qui sont tributaires de la voiture pour aller au travail. C'est une population qui est beaucoup plus faible. Ou bien les urbains sont urbains, à Paris vous vous baladez à pied, donc si vous n'avez plus de voiture à Paris, ben vous survivez très bien, c'est pas un sujet. Et même si vous n'avez plus de voiture à Neuilly, ou plus de voiture, qu'est-ce que je veux dire, à Saint-Denis, vous survivez très bien. Par contre, si vous n'avez pas de voiture à Meaux, et que vous avez un travail à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous survivez un peu moins bien. Et cette population-là a fortement augmenté depuis 1974, et c'est là que vous allez trouver les gens qui ont commencé à protester quand les prix du carburant sont devenus élevés il y a quelques mois, ce qu'on appelle les gilets jaunes. Vous allez les trouver dans des endroits qui ont été créés depuis 1974, de forte dépendance à la voiture, endroits qui existaient beaucoup moins à l'époque des chocs pétroliers. C'est pour ça qu'il y a eu moins de... Oui, c'est quoi la question ? Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer par un véhicule qui a atteint Non, c'est juste une réaction au signal prix et je vais vous montrer un deuxième graphique qui vous dit exactement la même chose. Ici, vous avez la quantité de carburant consommée par personne et par an dans un certain nombre de pays en fonction du prix des carburants à la pompe dans ce même pays. Et ce graphique-là, il est fait à la fin des années, enfin à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire à un moment où les prix du pétrole n'ont pas resubi l'envolée qu'ils ont subi au début du XXIe siècle, hein, jusqu'en 2008. Et à ce moment-là, à l'exception des chocs pétroliers, les prix du pétrole, enfin les prix des carburants, plus exactement à la pompe, reflètent la fiscalité locale dans le pays sur période longue. Et autrement, les prix des carburants ont été soit durablement chers, soit durablement pas chers, dans un certain nombre de pays en fonction de la politique fiscale du pays. Et ce que vous voyez, c'est que, en gros, plus la politique fiscale du pays a été de taxer les carburants, et moins les gens en consomment. Et le système, évidemment, s'adapte quand vous lui laissez le temps. Donc, quand pendant longtemps les prix du carburant sont chers, à ce moment, les constructeurs fabriquent des petites voitures. C'est la raison pour laquelle, en Europe, où on a démarré notre histoire pétrolière comme importateur de pétrole, donc ça nous coûte cher, on a mis des réglementations fortes. Pardon, les constructeurs se sont imposés une efficacité forte sur les moteurs parce qu'ils savent que leurs clients ne peuvent pas acheter énormément de carburant, qu'on a beaucoup taxé, encore une fois, pour éviter d'en consommer beaucoup, et donc on a un système vertueux qui se met en place dans lequel on fait des petites voitures, consommant pas beaucoup, alors que dans les pays qui ont démarré leur histoire comme producteurs de carburant, typiquement les États-Unis, comme ça coule à flot, le truc vaut pas cher, du coup on fait des grosses voitures, et les gens en consomment beaucoup.
Alors ce système-là, ça marche bien quand vous laissez le temps à la population de s'ajuster. Si vous avez un ajustement trop rapide que vous imposez à la population, à ce moment vous créez, non pas le phénomène des gilets jaunes, mais enfin l'équivalent, c'est-à-dire une partie de la population qui n'a pas le temps de s'ajuster, par exemple, qui n'a pas le temps de renouveler sa voiture avec une voiture d'occasion, parce qu'en général, c'est des gens qui n'achètent pas des voitures neuves, qui consomment beaucoup moins, ce qui veut dire que la voiture d'occasion, elle doit être vendue depuis longtemps, ce qui veut dire qu'elle a dû être achetée par quelqu'un d'autre qui avait une raison de l'acheter alors qu'elle ne consomme pas beaucoup, etc. Donc vous avez tout un système qui doit se mettre en place, et ça prend du temps. Donc si vous lui laissez le temps de s'ajuster, ça marche bien, sinon, à très court terme, le système s'ajuste moins bien. Et si vous faites une petite régression sur ce nuage de points, vous arrivez à la conclusion que pour diviser la quantité de carburant par 4, il faut le multiplier le prix par 4. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de à combien doit monter le prix de l'essence si on doit passer par un signal prix. Si on doit passer par un signal prix sur le prix de l'essence, en gros, si on veut diviser la quantité de carburant utilisée en France par 4, rien qu'avec une taxe carbone, il faut que l'essence passe à 6 € le litre. D'accord ? Voilà. Donc je vous laisse apprécier de la facilité qu'il y a à mettre ça en œuvre à un raisonnablement bref délai, sachant qu'il y a une autre manière d'arriver exactement au même résultat, qui est de réglementer. Je peux très bien dire, à partir de demain matin, enfin pas demain matin parce qu'il faut le temps que les constructeurs s'ajustent, mais à partir de dans 5 ans, il est interdit de vendre en France une voiture qui consomme plus de 2 litres au 100. Voilà, je peux dire ça. À ce moment, le parc français va voir sa consommation diminuer par 3. Alors j'ai des mesures d'ajustement à mettre, notamment dès que je dis ça, les voitures d'occasion qui consomment plus de 2 litres vont se déprécier énormément. Donc il faut que je prévoie des primes à la casse pour les sortir à vitesse accélérée du parc, etc., notamment pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais voilà, mais avec des mesures d'ajustement de cette nature, je suis capable d'aller beaucoup plus vite qu'avec une augmentation du prix du carburant. Donc il n'y a pas que, et la question avait été posée tout à l'heure, une réglementation, ça peut aussi mettre une contrainte qui est très efficace sur un système. Il n'y a pas que le signal prix qui permet de faire ça. Bon, ça je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Quand on passe par le signal prix, on peut être poussé à faire des gestes. Mais là, je vais prendre un autre exemple d'un signal prix où ça ne suffit pas, qui est l'isolation des bâtiments. Vous avez ici le coût, quelque part, le coût au kilowattheure évité d'un certain nombre de gestes que vous pouvez faire sur le bâtiment, vous voyez, qui sont décrits là. Donc la hauteur de la barre, c'est le coût du geste. La gradation sur l'horizontale, c'est le gisement. Dit autrement, la quantité d'énergie que je peux économiser avec ce geste-là. D'accord ? Et ici, vous avez combien coûte aujourd'hui l'énergie qui est facturée au ménage. Oui, ça s'appelle de la pluie. Vous avez combien coûte l'énergie qui est facturée au ménage. Eh bien, c'est pareil. Vous voyez, pour que les gestes qui sont sur la droite du graphique, là, deviennent rentables, avec simplement une hausse du prix de l'énergie facturée au ménage, il faudrait que ce prix soit multiplié par 4. Alors une première option, c'est de multiplier le prix par 4, et puis les gens ronchonnent ou pas. Une deuxième option, c'est de les rendre obligatoires. C'est-à-dire de dire aux propriétaires, c'est obligatoire de faire ça. Et puis si vous ne le faites pas, eh bien, ou bien vous n'avez pas le droit de vendre, ou bien je vous massacre au niveau des impôts fonciers, enfin voilà, vous pouvez très bien... Donc, il n'y a pas que le signal prix, encore une fois, c'est une option, mais ce n'est pas la seule. Après, oui. Qu'est-ce que c'est la différence entre signal prix et signal réglementation? Enfin, dans les deux cas, c'est une contrainte. Oui. Donc, un coup, simplement, c'est le point d'application qui change. J'y viendrai après. En fait, parler de prix, ça peut désigner soit un prix explicite, c'est-à-dire il y a vraiment quelqu'un qui vous demande de payer quelque chose au titre de la nuisance. D'accord ? Vous émettez une tonne de CO2, ça vaut tant. Ou bien ça peut être un coût d'ajustement, c'est-à-dire je vous interdis d'émettre la tonne de CO2, et à ce moment, ce que vous allez devoir payer pour vous organiser pour ne pas l'émettre, c'est ça le prix. Si je vous dis il est interdit d'avoir une chaudière à fioul chez vous, parce que ça émet trop de CO2 pour vous chauffer,
donc la prochaine fois que ça tombe en panne, vous la remplacez par ce que vous voulez, mais pas une chaudière fuel, eh bien vous avez un coût d'ajustement, qui est le coût de la nouvelle chaudière, versus le coût de la chaudière à fuel, ou plus exactement du brûleur que vous auriez simplement remplacé. D'accord? Si je vous dis par exemple, c'est obligatoire de remplacer votre chaudière fuel par une pompe à chaleur, la prochaine fois que ça tombe en panne, vous avez un coût d'ajustement. Donc l'interdiction d'émettre du CO2 avec votre chaudière à fuel ne se matérialise pas par « ça va vous coûter trop cher » de payer le fuel, ça se matérialise par « je vous interdis de garder votre chaudière ». Et à ce moment, c'est ce que vous devez payer pour avoir autre chose. Donc dans tous les cas de figure, il y a de l'argent qui transite, mais il ne va pas nécessairement au même endroit et il ne concerne pas nécessairement le même objet. Soit dit en passant, alors plus généralement, quand on parle de prix du CO2, donc c'est à ça que j'allais venir, ça peut désigner une des grandeurs suivantes. Ça peut désigner dans le système européen de quotas de CO2 ce que vous devez payer pour en acquérir un. D'accord ? Je vais revenir après sur ce que c'est. Soit à quelqu'un d'autre, soit à l'État. Ça peut représenter le paiement d'une taxe. Ça peut aussi s'appeler un prix du CO2. Par exemple, la taxe carbone en France, c'est un prix du CO2 fiscal. D'accord ? Vous achetez 1 litre de carburant. Dans le litre de carburant, il y a 3 kg de CO2. Eh bien, si le prix du CO2, c'est 30 € la tonne, vous allez devoir payer ce 9 centimes de taxe. Si on vous dit vous devez faire avec moins de CO2, réglementairement, ce prix du CO2, en fait, peut être un coût d'ajustement. Donc, c'est l'exemple que je viens de développer en disant c'est le remplacement de votre chaudière à fioul par autre chose. Ça peut aussi désigner, quelquefois, l'achat de ce qui va permettre d'émettre du CO2 en prix de marché. Par exemple, si vous achetez 1 litre de pétrole, de fait, c'est l'achat d'un droit à polluer. C'est-à-dire, c'est l'achat du droit de brûler ce litre de pétrole et donc d'émettre du CO2. Et on peut considérer que le prix du CO2 est inclus, c'est une partie de ce prix d'achat. Donc, quand on parle de prix du CO2, ça peut désigner plein de types de prix différents. Il n'y a pas, dans tous les cas de figure, le même récipiendaire, c'est-à-dire c'est pas au même endroit que va l'argent. Si vous avez besoin d'acheter une nouvelle chaudière, c'est pas l'État qui perçoit l'argent. Par contre, si vous avez une taxe carbone sur le diesel, c'est l'État qui perçoit l'argent. Si vous achetez un quota à un autre industriel qui en a trop, c'est à l'autre industriel que va l'argent. D'accord ? Donc l'argent ne va pas au même endroit en fonction de ce qu'on désigne comme étant un prix du CO2. Et en pratique, si vous achetez un quota parce que vous êtes un site, alors pardon, je vais quand même tout de suite un peu préciser ce que c'est qu'un quota. Un quota, c'est dans le système européen une autorisation administrative d'émettre que vous pouvez acheter aux enchères. Si vous avez une cimenterie, votre cimenterie, on lui dit chaque année vous avez le droit d'émettre tant de CO2, évidemment ça va en décroissant, donc cette année 1 million de tonnes, l'année prochaine 950 000, etc. Eh bien ces tonnes de CO2, ou bien vous les achetez aux enchères à l'État pour avoir le droit de faire fonctionner votre cimenterie, ou bien vous les achetez en prix négocié de gré à gré sur un marché à quelqu'un d'autre à qui on en a donné trop et qui n'en a pas besoin d'autant. Hein ? Donc si vous achetez votre quota, c'est-à-dire votre autorisation administrative d'émettre aux enchères au début de la partie, c'est à l'État que va l'argent. Si vous l'achetez à quelqu'un d'autre qui est dans le système et qui en a trop, c'est à lui que va l'argent. Si vous avez un prix de marché d'un hydrocarbure qui augmente, c'est au pays producteur que va l'argent. Si vous avez un coût d'ajustement, c'est à la personne qui vous fournit l'équipement ou le nouveau dispositif que va l'argent. Donc l'argent ne va pas toujours au même endroit. Pour finir avec un ordre de grandeur sur prix du pétrole versus taxe carbone, si on augmente, un truc qu'il faut retenir, c'est que si on augmente le prix du baril de 50 $, c'est en gros comme si on crée une taxe carbone à 100 € la tonne. Alors maintenant, petite question. À partir du moment où du pétrole, il n'y en aura pas de plus en plus pour tout le monde pour l'éternité. Même s'il n'y a pas d'élasticité de long terme, de temps en temps, il va y avoir des augmentations de prix significatives. Au moment où le prix augmente,
c'est comme si l'automobiliste français paye une taxe carbone, mais au lieu de le payer à l'État français, il la paye à l'État russe, algérien, angolais, etc. Donc en fait, au motif qu'il ne veut pas enrichir ces abrutis de fonctionnaires français qui ne font rien, ça veut dire qu'on accepte un peu plus tard d'enrichir les fonctionnaires des autres, qui évidemment sont beaucoup plus soucieux de nos intérêts. Voilà, donc il faut bien comprendre que dans un système dans lequel de temps en temps l'insuffisance quantitative se traduit par des augmentations de prix, refuser la taxe carbone qui consiste à se modérer de nous-mêmes avec de l'argent qui reste dans le pays, c'est accepter une taxe carbone dont le produit fichera le camp hors des frontières. Après, la bonne question, c'est comment est-ce que j'aide les gens qui sont vraiment dans la mouise s'ils doivent la payer à s'organiser autrement, ce qui est évidemment la bonne question. Hein. Donc dire aux gilets jaunes, vous allez payer votre carburant plus cher, mais moi, je ne me suis pas creusé la cervelle à l'avance pour savoir comment vous alliez pouvoir plus facilement covoiturer, prendre un vélo, un train ou un bus, évidemment que les gens ne sont pas contents, et ils ont raison. Mais par contre, dire à jamais, tout jamais, j'augmenterai jamais le prix des carburants, ça par contre, c'est se condamner à ce que périodiquement, on ait la balance commerciale qui soit un peu plus déséquilibrée, avec de l'argent qui part chez les autres. Et quand l'argent part chez les autres parce que le déficit commercial s'accroît, la macroéconomie vous dit que le PIB baisse et le chômage augmente. Donc, pas une très bonne idée par rapport au fait de taxer les carburants directement chez nous et garder l'argent pour nous. Voilà, je vais finir avec un exemple. Alors ça, c'est un... Ce que je vais vous montrer maintenant est un petit digest de mesures qu'on a essayé de pousser au Shift Project. Donc c'est ma partie infiltrée dans ce cours. Non, je ne vais pas vous le montrer en disant c'est ça qu'il faut faire. Je vais juste vous le montrer en disant pour les mesures qu'on propose au Shift, voilà en gros le type d'instrument régulatoire qu'on propose d'employer, pour que vous compreniez encore une fois qu'il n'y a pas juste la taxe carbone qui fait le job et qu'il y a des tas d'autres instruments qui sont employables pour mettre en œuvre des économies d'énergie. Ici, vous avez la décomposition des émissions européennes par grands blocs. Alors, dans les industries de l'énergie, dans l'électricité, les centrales à charbon à elles toutes seules font 20%, c'est marrant, hein, en Europe comme dans le monde. Dans les transports, les voitures à elles toutes seules font 10%. Dans l'industrie de base, à elle toute seule, fait un gros 15%. Et enfin, dans l'alimentation, les vaches, à elles toutes seules, font 6-8%. D'accord ? Alors, on a conçu un ensemble de mesures qui nous paraissent, comment dire, obligatoires si on veut être sérieux sur la question. Si vous voulez diviser les émissions par 3, vous ne pouvez pas faire l'impasse de ne pas vous attaquer au premier poste de chaque part de camembert. Hein, c'est juste de l'arithmétique de base. Vous ne pouvez pas diviser les émissions par 3 en vous occupant que des trombones. Donc à partir du moment où on veut diviser les émissions par 3, on est obligé de taper dans le dur. Le dur, il est notamment là, là, là et là. Alors il y a d'autres mesures, je vais vous en parler rapidement. Et alors ce qu'on pousse quand on dit qu'il faut s'occuper sérieusement de la question en Europe, la première chose qu'on dit, c'est qu'il faut fermer les centrales à charbon. Alors les centrales à charbon, pour les fermer, et les remplacer par du décarboné. Alors le décarboné, vous aimez le nucléaire, vous mettez du nucléaire, vous n'aimez pas le nucléaire, vous mettez des éoliennes, ça va vous coûter 10 fois plus cher, mais on s'en fout, faites ce que vous voulez. Mais plus de centrales à charbon. Ça, vous pouvez le faire par voie d'augmentation des prix. Vous mettez une taxe sur l'électricité au charbon, c'est ce qu'ont fait les Anglais. Ça revient à augmenter le prix des quotas avec un prix plancher, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les acquérir à moins d'un certain prix qui augmente avec le temps, c'est une quasi-taxe. Hein. Ça marche, les Anglais l'ont fait. Vous pouvez aussi le faire de manière réglementaire. Les États-Unis, au temps d'Obama, ont dit qu'il est interdit de construire une nouvelle centrale électrique dont les émissions soient supérieures à 1 livre de CO2 par kilowattheure. Alors comme le charbon en fait 2, c'est-à-dire 1 kg, ça interdisait de fait de construire de nouvelles centrales à charbon. Ce qui veut dire qu'au moment où les centrales à charbon actuelles arrivent en fin de vie, vous ne pouvez pas les remplacer par des nouvelles centrales à charbon. Bon. Eh bien, vous voyez, à ma gauche, j'ai une possibilité par le prix, la taxe. À ma droite, j'ai une possibilité réglementaire. Quel est le meilleur instrument ? Faut regarder. Mais on ne peut pas dire a priori, il n'y a que le prix qui va fonctionner.
Peut-être que l'instrument réglementaire marchera encore mieux. Et vous pouvez faire encore plus violent, comme on fait sur le nucléaire. Je vous signale que sur le nucléaire, on ne s'est pas posé la question de savoir si en Allemagne les centrales étaient compétitives, pas compétitives. M. Hollande ne s'est pas posé la question de savoir si Fessenheim était compétitif, pas compétitif. Et il n'est pas qualifié, soit dit en passant, pour dire que c'est dangereux, c'est l'ASN qu'il est. Donc il a juste dit, je ferme. Point. Voilà, il a décidé, comme ça. Donc réglementairement, vous pouvez très bien aussi fermer les centrales à charbon. C'est des installations qui ont besoin d'autorisation d'exploitation, vous ne délivrez pas l'autorisation, ça ferme, point. Donc vous voyez, soit l'arme du prix, soit l'arme réglementaire, et les deux peuvent fonctionner. En ce qui concerne les voitures, il y a une mesure qui aujourd'hui est une mesure réglementaire, donc je vous en ai parlé, qui permettrait de faire baisser la consommation des voitures, c'est d'interdire à la vente des voitures qui consomment plus de temps. Ça, c'est une mesure réglementaire. Vous pouvez monter le prix des carburants et attendre que les constructeurs et les conducteurs s'adaptent. C'est une autre façon de procéder. Vous pouvez avoir une troisième mesure fiscale que vous pouvez mettre en œuvre, qui est d'avoir un impôt à la détention. On a eu ça en France, ça s'appelait la vignette. La vignette, c'est un malus annuel. C'est très simple. Donc vous avez une voiture, plus elle consomme, plus chaque année, c'est comme un impôt foncier, mais sur la voiture. Chaque année, vous payez une taxe sur votre voiture, et elle est d'autant plus élevée que la voiture est grosse. Bon, bah vous faites ça, vous interdisez pas aux gens qui ont vraiment besoin d'avoir une voiture pour aller au boulot, d'acheter une toute petite voiture qui ne consomme pas et avec laquelle ils vont payer une taxe annuelle très faible, voire vous pouvez les aider à acheter une voiture qui ne consomme pas. Et dans le même temps, tous les gens qui ont quoi que ce soit de superflu, boum, vous les assassinez, et à ce moment, vous allez avoir une disparition assez rapide du parc des voitures qui consomment plus de temps. Donc là, vous voyez, vous avez 3 instruments à votre disposition. Vous pouvez en rajouter d'autres de nature réglementaire, par exemple rendre difficile le parking. Tous les gens qui vont au travail en voiture, en région parisienne, c'est parce qu'ils ont une place de parking à destination. Vous leur supprimez la place de parking à destination, ils font n'importe quoi, mais ils s'adaptent. Bon. Donc vous avez, voilà, donc vous avez, encore une fois, il n'y a pas que le signal prix qui est, soit dit en passant, il faut que ça aille avec autre chose, qui est d'avoir une mesure alternative. Donc mon gilet jaune qui fait 25 bornes en bagnole pour aller au travail, si le prix de carburant devient inaccessible, il ne va pas en faire 22 et faire les 3 derniers kilomètres à pied, au bord de l'autoroute. C'est pas ça qu'il va faire. Il va descendre dans la rue en disant arrêtez-moi cette taxe carbone. Bon. Si vous voulez qu'il aille un peu moins en voiture au travail, à ce moment, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de mutualiser les moyens de transport. Typiquement, alors ça, c'est ni de la réglementation vers le consommateur, ni de la réglementation vers le constructeur, c'est de la planification. La planification, ça a été l'heure de gloire de l'État français, et c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous donnez des règles du jeu aux gens qui organisent, aux constructeurs d'infrastructures, aux exploitants d'infrastructures, aux élus locaux, etc. C'est à ces gens-là que vous allez donner des règles du jeu. C'est de nouveau réglementaire, mais ce n'est pas directement vers le consommateur final que vous êtes anglais. Alors bon, ça c'était un truc, moins d'avions, plus de trains. Soit dit en passant, il y a une proposition actuellement défendue par Ruffin, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu passer, qui dit qu'il propose d'interdire les vols en avion dès que vous pouvez y aller en train à moins de 5 heures. Bon, ça sort pas de cette salle, mais je suis tout à fait favorable. On l'a aidé à faire la proposition en question, et les gens qui hurlent en disant « Ah, il faut savoir ce qu'on veut ». Alors là, la raison pour laquelle on avait bâti cette proposition, c'était parce que vous vous rappelez peut-être que l'Europe a été construite pour qu'on arrête de faire la guerre. J'ai la chance d'être né dans un monde qui n'a jamais connu la guerre, enfin sur mon propre sol. Mes parents n'ont pas connu ça, mes grands-parents encore moins, il y en a 2 qui y sont morts, mes arrière-grands-parents non plus. Donc vous avez cette chance aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est extrêmement précieux. Et l'Europe a été faite pour garder un monde en paix, notamment sur la base des échanges. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est quand il y a moins de pétrole, il y a moins d'avions, si on veut garder des échanges, il faut qu'il y ait quelques trains. Donc voilà. Là, c'est pareil. Vous n'arriverez pas simplement par les prix de marché à faire en sorte que les constructeurs d'infrastructures fassent des infrastructures qui sont des trucs qui vont durer un siècle, et avec n'importe quel taux d'actualisation, c'est pas rentable. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire. Dans l'industrie lourde, allez, je vous la fais à la grosse, compte tenu du fait que l'efficacité énergétique est très très difficile à gagner, enfin vous ne gagnerez pas un facteur 3, il faut en gros limiter la production de matériaux de base par un facteur 3. Enfin il faut le diviser par un facteur 3, il faut faire 3 fois moins de ciment, de plastique, d'acier, etc. Vous n'y arriverez pas uniquement par les prix. Là c'est pareil, il y aura des contraintes réglementaires que vous allez devoir mettre en place. En ce qui concerne les bâtiments,
Là, c'est pareil. Si vous dites « j'attends que le prix du fuel monte pour que les gens isolent leur bâtiment », vous n'y serez jamais dans les bons ordres de grandeur. Donc là, il faut obliger les propriétaires à faire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut passer par la réglementation. Donc, typiquement, ce qu'on commence à voir apparaître dans quelques pays, la Grande-Bretagne a interdit le renouvellement du fuel par du fuel, je ne sais plus quand, 2022, 2023. Le Danemark a fait pareil. Donc, vous avez un certain nombre de pays dans lesquels aujourd'hui, par exemple, il est interdit de renouveler une chaudière à fuel par une chaudière à fuel. Au Danemark, il sera même interdit d'avoir une chaudière à fuel à partir d'une certaine année. Donc si vous en avez une, vous savez que vous avez jusqu'à telle année pour la remplacer par autre chose. Ça, ce n'est pas une mesure signal-prix, c'est typiquement une mesure réglementaire. Bon, ça c'est les bâtiments publics, c'est exactement pareil. Le développement de la forêt, là j'ai envie de dire c'est le puits de carbone dont on a besoin pour séquestrer une partie croissante de nos émissions. C'est pareil, un arbre il se passe entre 60 ans et un siècle entre le moment où il est planté et le moment où il est coupé. Est-ce que vous pensez qu'on peut raisonnablement planifier 60 à 100 ans sur la base des prix de marché de la semaine dernière? Est-ce que vous croyez raisonnablement qu'on peut faire ça? Évidemment que non. Est-ce que vous pouvez faire ça sur la base d'une promesse de modifier les prix de marché sur les 50 ans qui viennent? Vous allez quand même y regarder à deux fois. Hein. Donc c'est typiquement des domaines dans lesquels ça passera aussi par la réglementation. Je vais vous donner une réglementation parmi d'autres possibles, que vous allez peut-être la trouver idiote, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Vous pouvez très bien dire aujourd'hui, il n'y a plus une parcelle agricole qui ne soit pas bordée par une haie d'au moins 2 mètres d'épaisseur avec des arbres de haute tige. Voilà un exemple. Et bien ça, c'est pas un... je ne vais pas mettre un prix du CO2 jusqu'au moment où l'agriculteur va se dire « tiens, c'est rentable pour moi de planter des arbres ». Je vais juste lui dire, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est un exemple et je pourrais en prendre plein d'autres. Donc c'est là aussi un domaine dans lequel le prix du CO2, enfin un prix de marché plus exactement, c'est pas ça qui va faire l'essentiel du job. Et enfin, un dernier point, en ce qui concerne l'alimentation, en gros, si je vous l'avais sorti au moment des émissions, l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français, la moitié c'est le cheptel bovin, en ordre de grandeur. Donc on ne fera pas l'économie d'avoir moins de vaches, si vous passez par les prix de marché. Alors vous dites, je vais taxer le méthane. Du coup, le kilo de bœuf coûte plus cher au consommateur, mais le producteur ne gagne pas plus par kilo de bœuf. On est d'accord? Donc si je monte les prix de marché jusqu'au moment où le kilo de bœuf vaut 2 fois plus cher pour le consommateur, ça veut dire que le producteur, on lui en achète 2 fois moins au même prix au kilo qu'aujourd'hui. Donc vous doublez le nombre de suicides, et vous désertifiez encore plus les campagnes. La seule manière d'éviter ça, c'est d'encadrer les prix en sortie de ferme, et donc de dire au producteur, je t'achète ton kilo de bœuf 3 fois plus cher, à condition qu'il soit dans les prés, sans soja, sans OGM ou pas OGM, on s'en fout, etc. Dans des prés dans lesquels il y a des haies, etc. T'en auras 2 fois moins, je te le paye 3 fois plus cher, et à ce moment, vous avez une équation qui est totalement différente, mais qui est totalement impossible à mettre en place sans réglementation. Vous avez un système de prix encadré, ça s'appelle de la réglementation. Les AOC, les appellations d'origine contrôlée, c'est de la réglementation. Vous ne pouvez pas faire du comté si vous n'êtes pas en comté, avec du foin, etc. C'est réglementaire. D'accord? Et donc c'est une protection réglementaire d'un type de production qui permet de faire monter les prix. Donc dans l'agriculture, qui sont là aussi des systèmes très longs et très lents, parce qu'en gros vous changez les pratiques culturelles au renouvellement des générations, hein, c'est comme ça que ça se passe, eh bien il est totalement impossible de faire des choses dans les bons ordres de grandeur en comptant uniquement sur un signal prix qui serait taxer la nuisance. C'est le seul truc dont je suis à peu près convaincu que ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, donc alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous vendre ma soupe, le but du jeu là, c'est simplement de prendre un certain nombre d'exemples illustratifs, dans lesquels il est assez facile de comprendre que de passer par un signal prix uniquement, c'est quelque chose qui ne permet pas, quand vous regardez le secteur précis et les acteurs précis du secteur, ça ne permet pas d'avoir l'ajustement du système à la bonne vitesse sans que ça craque de partout. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie la loi? Est-ce que ça signifie les directives? Ça dépend. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être décret, circulaire, loi, directive. En gros, c'est une obligation de faire ou une normalisation.
Voilà, donc la grande question qui était posée pendant ce cours, c'est grâce à l'énergie abondante, nous avons eu ça, et la question c'est est-ce qu'avec d'énormes économies, on est obligé de revenir à ça ou pas? Et vous avez compris que la question reste pour partie ouverte. Alors, je vais quand même vous donner une conclusion. Je ne crois pas à une division par 2 ou 3 de la consommation d'énergie dans le monde et à un maintien du PIB actuel. Personnellement, j'y crois pas. Donc, dire que j'y crois pas, ça veut dire que je suis prêt à prendre le pari avec qui en a envie. En tout cas, dans les 30 ans qui viennent. Mais pour autant, c'est évident qu'on ne coupera pas aux économies parce que au plus tard, au moment où l'approvisionnement diminue pour des raisons physiques, ces économies seront là. Hein, donc, j'insiste vraiment là-dessus. Donc c'est pas quelque chose qui est du ressort de on fait ça par supplément d'âme ou simplement parce que ça ferait bien. Il y a une vraie contrainte physique à gérer et évidemment il faut se poser la question de savoir comment on la gère. Voilà, à jeudi.